Salut à tous. Salut. Bon, premier épisode de l'année 2023. Enfin, techniquement premier épisode. Troisième premier épisode de l'année 2023. Le mec révèle les dossiers. Oh ouais, c'est pas grave comme ça, y a pas de surprise. On l'a fait 3 fois, enfin non, on l'a fait 2 fois, là c'est la deuxième fois qu'on le fait, parce que la troisième fois on a eu encore un couac juste avant d'enregistrer, un appel, on a dû partir, chacun se séparer. Bref, on commence mal l'année, mais on peut rattraper et remettre ce podcast sur les rails avec notre award de l'année 2022, justement, pour clôturer cette année 2022 en démarrant cette année 2023 avec ce podcast. Donc on va aborder pas mal de catégories comme on l'avait fait l'année dernière, donc le combattant de l'année, la combattante de l'année, le KO de l'année, la soumission de l'année, le combat de l'année, l'upset de l'année, le comeback de l'année et le prospect de l'année. Voilà, on va avoir un peu tous ces thèmes-là. Donc on va essayer de voir si... alors, la première fois, pour être transparent, on s'était pas donné les noms. Bon là, on le sait puisqu'on l'a enregistré. Pour tout vous dire, on l'a enregistré à distance, sauf que notre cher Rolly n'a jamais pu m'envoyer sa partie à lui, donc j'ai jamais pu faire le montage. Bon bref, c'est des choses qui arrivent. Espérons que cette fois-ci ça marche. Et donc il n'y a plus de surprise. Aujourd'hui, on sait qui a choisi quoi. Vous ne le savez pas encore, donc c'est ça l'intérêt de le refaire encore une dernière fois. Et surtout, je vais savoir si tu as fait le comeback de l'année cette fois-ci ou pas. Si tu as pris tes notes. Eh ben non, toujours pas. Visiblement non. Visiblement toujours pas. C'était il y a une semaine. Eh ben c'est pas grave. C'est pas grave. On gardera le mien comme la dernière fois. Exact. Bon. Eh bien, on était à peu près d'accord sur tout en plus. En fait. Points. Voilà, l'idée c'était de savoir en fait si on avait les mêmes personnes et si on n'avait pas les mêmes personnes, d'avoir un débat. Oui, effectivement, il y avait beaucoup de points d'accord. Même quand on n'avait pas choisi les mêmes choses. C'est des choses auxquelles on pensait aussi. On pouvait les mettre, on le voyait, on pouvait les mettre, ouais. Donc voilà, on va reparler, on va essayer de redébattre là-dessus. On va essayer de ressortir aussi les anecdotes qu'on avait sorties sur le premier parce qu'il y avait des anecdotes qui étaient intéressantes. On verra. On va voir si ça revient dans notre esprit après une semaine justement. Donc commençons. Et après les awards, on fera un petit point sur ce qu'on veut voir en 2023. Oui, les combats qu'on veut voir en 2023. Ouais. On avait improvisé ça la dernière fois et cette fois-ci on va le refaire. Donc on fera ce petit point après. Commençons par le combattant de l'année et je vais te laisser commencer. Il me semble qu'on était d'accord tous les deux. C'est Alexander Volkanovski. Ouais, Volkanovski, pour des raisons simples, le mec, 2 défenses de titre, 2 masterclass, très clairement. Il est passé numéro 1 pound for pound après la défaite de Kamaru Usman. Alors les défenses de titre, déjà pour commencer, c'était contre Korean Zombie et contre Max Holloway. Donc, pour clore la trilogie. Pour clore la trilogie, l'avantage c'est que dans les 2 cas, Max Holloway c'était une victoire à la décision. Mais Max Holloway c'était à la décision parce qu'on sait qu'il faut, pour finir Holloway de toute façon c'est quasi impossible. Mais c'était vraiment là sans partage. Tu vois, autant il y avait discussion sur les 2 premiers combats. On en avait parlé. Là c'était clairement c'est un autre niveau. On sent qu'il a passé encore un cap parce que Holloway il a pas baissé de niveau lui pour le coup, parce que tu sais des fois tu peux avoir des combattants comme ça, il y a un changement de situation parce qu'il y en a un des deux qui baisse de niveau. Non, là c'est clairement Volkanovski qui vraiment excelle de plus en plus dans son style et dans sa maîtrise du jeu. On l'a vu aussi face à Korean Zombie. Où il le met en fait il l'a fait passer pour vraiment un combattant. Il y avait vraiment 2-3 classes d'écart. Oui, ouais. Tu n'avais même pas l'impression que le mec c'était un top 10, Korean Zombie. Ouais, et puis en sachant que Korean Zombie, c'est un mec qui normalement est inarrêtable, qui va avancer continuellement. Là, ça a été le cas, mais on a dû l'arrêter debout, quoi. Donc on aurait pu l'arrêter bien avant en plus. Et on aurait pu l'arrêter bien avant. Et puis on sentait que le Korean Zombie, qui normalement est indestructible, là, mentalement, dans les inter-rounds, on le voyait qu'il était plus là. Ouais. Vous voyez qu'il était plus là. Il s'asseyait par terre, même pas sur son strapontin, quoi, sur son banc. C'était vraiment, pour le coup, il était dépassé dans tous les domaines et quand tu vois aucune porte de sortie, tu lâches mentalement. Exactement.
L'autre raison pour laquelle, enfin moi c'était la raison pour laquelle moi je l'avais mis, toi tu l'avais pas évoqué pour le coup la première fois, mais c'est que c'est aussi pour le fait qu'il va affronter et monter de catégorie face à Islam Makhachev. Donc c'est vraiment quelque chose qui pour moi aussi est une preuve du fait qu'il mérite d'être le numéro 1 parce qu'il ne se repose pas sur ses lauriers, il ne reste pas dans sa catégorie et dans sa zone de confort, il va chercher à monter et on en avait parlé, et en plus il montre contre quelqu'un qui n'est pas forcément le plus facile pour lui. Parce qu'on parle souvent des montées, des mecs qui montent, et en général le timing est bon, tu vois, c'est que le champion dans la caté du dessus correspond plus ou moins à ton style quand tu montes. C'est ça, on avait évoqué... Là, il tombe sur un os, il tombe sur le mec que personne ne veut affronter en fait. Oui. On avait évoqué, personne ne veut affronter, si, il y en a qui veulent l'affronter, mais en tout cas pour une montée c'est compliqué. Pour une montée c'est compliqué. En termes de style, en fait il n'y a personne qui peut se dire que ça va être un combat facile contre lui, tu vois. Voilà, c'est ça, même s'il y en a qui cherchent à l'affronter, qui veulent l'affronter, parce que forcément quand tu t'affrontes un mec comme Makhachev, tu veux prendre sa hype aussi, donc voilà, mais tu sais que c'est pas, voilà, tu vas aborder le combat, ça va être compliqué, ça va être une guerre. Et lui, en plus de ça, il fait ça sur sa montée. Parce qu'on avait parlé des différentes montées qu'on avait déjà vues, donc que ce soit McGregor qui était monté... McGregor contre Alvarez, il y a eu Georges Saint-Pierre contre Bisping, son retour en 84. Exactement. Il y a eu la montée de Adesanya contre Blachowicz, où c'était jouable. Hein. Bon, après, en fait, stylistiquement, c'était jouable. Après, bon, il y a la réalité du combat qui fait que la différence physique était trop importante. Mais en termes de style, en tout cas, la montée, elle était intelligente. Oui, donc et la plupart du temps ça a apporté ses fruits quoi, parce que justement le fait de prendre des match-ups qui étaient intéressants pour eux, pour leur style, ça permettait d'aller chercher cette deuxième ceinture. Là pour le coup, alors oui il a des armes à imposer à Makhachev, mais le fait il ait ce gabarit et cette puissance différente en fait par rapport à Makhachev, puisque on sait que c'est un très bon lutteur aussi et surtout il défend très bien Volkanovski, mais bon c'est voilà, on va voir, il y a la différence de taille, il y a la différence de gabarit, on sait que Makhachev il est monstrueux, donc on va voir ce que ça va donner, mais j'ai hâte d'être en février pour voir ce combat, vraiment. Mais grave. Donc c'est pour toutes ces raisons-là qu'on peut le mettre combattant de l'année. D'ailleurs, je crois qu'à l'UFC Award, le vrai, il a été aussi mis à l'honneur. Donc ouais, c'est justifié. Il n'y a pas un combattant cette année qui est plus légitime pour cette catégorie que lui. On est d'accord. Combattante de l'année. Alors là, on était encore d'accord puisqu'on a mis tous les deux. Ouais. Weili Zhang. Weili Zhang, alors qui n'est pas le choix justement des UFC Awards, enfin des MMA Awards officiels, qui étaient. Mais d'ailleurs, j'ai vraiment pas compris leur choix. Moi non plus, Shevchenko, j'ai pas compris. Ils ont mis Valentina Shevchenko qui a fait un seul combat, il me semble. Un seul combat, ouais. Contre et qui était Santos. Ouais. Enfin contre une brésilienne et qui était en plus une décision partagée. Enfin, c'était un combat assez compliqué, je trouve. Ouais, c'était laborieux un peu, ouais. C'était laborieux. Il y a eu qu'un seul combat. Elle a pas pris de risque plus que ça. Il y a pas de. Enfin, j'ai l'impression que c'était plus une récompense pour l'ensemble de tout ce qu'elle fait que sur cette année. Tu vois, ils ont pas jugé cette année-là. Ouais, je suis d'accord. Ouais, sur son invincibilité, sur. Ouais, voilà. Ouais, sur sa domination année après année. Ouais, certes. Qu'ils auraient pu donner à Nunes. Oui, mais elle avait perdu contre Pena. Après, le truc, c'est ce que j'avais dit lors du premier podcast, c'est que si jamais tu veux la récompenser pour sa carrière, c'est pas en la mettant combattante de l'année, mais plutôt en l'introduisant dans les Hall of Fame, par exemple. Enfin, je sais pas si elle y est pas encore, hein. Je sais pas. Non, mais, en général, c'est très rare d'être Hall of Fame quand t'es encore actif. Hein. C'est rare de l'être, mais bon, après, tu peux... C'est plus quand tu pars. Que là t'es intronisé, mais en étant en général c'est quand même mais en tout cas voilà, même si c'est pas là, ça aurait pu être après sa carrière, mais bon c'est plutôt sur un Hall of Fame où tu vas venir valoriser toute une carrière. Là sur l'année, moi je vois pas d'autre choix une nouvelle fois que Weili Zhang. Elle a pas d'autre. Elle a fait 2 victoires. Weili Zhang, c'est 2 combats, 2 victoires, un combat contre Joanna Jedrzejczyk, exactement, qu'elle bat au 4e round non. Si, 4e round. Au 2e round. C'est vrai, les deux, elle bat au 2e round. Pardon, en plus, c'est vrai. Par KO sur backfist. Par KO sur backfist. Donc, elle prend une des meilleures boxeuses de la catégorie. Et, alors, la revanche, on se rappelle de leur premier combat, qui était un des combats de l'année. Alors, je sais plus en quelle année. C'était il y a quelques temps. Mais c'était un combat de fou. Ils avaient fait une guerre de fou.
Et là, elle a clairement montré que, bon, on sait que Johanna, elle était sur la pente descendante, mais la finir quand même en striking comme ça aussi facilement, c'est impressionnant. Oui. Et Oui, c'est après, clair. elle enchaîne avec Esparza. Esparza pour Esparza qui a pris la reconquérir sa ceinture, ceinture. qui avait C'est pris la ça. ceinture à Rose. Et là, elle va dans un autre domaine. C'est ça en plus qui a été fort, c'est qu'elle a battu les personnes dans leur domaine. Exactement. Elle soumet Esparza, qui est une très bonne lutteuse, pas forcément une excellente grappleuse, mais en tout cas une très bonne lutteuse. Oui. Peut-être même la Bah, meilleure de la la meilleure catégorie. lutteuse, non, mais c'est pas peut-être même, c'est sûr, c'est la Oh, meilleure c'est la lutteuse de meilleure la lutteuse de la catégorie, catégorie. puisque ce qui lui a fait enchaîner ces 6 victoires, si mes souvenirs sont bons, c'est grâce à sa Ouais. lutte, de toute façon. C'est parce que Mhm. elle, euh, elle inhibait la Bah, boxe de ses adversaires grâce à sa lutte, elle amenait au parce qu'elle sol et elle elle contrôlait au shoot à sol. répétition, elle shoot, elle C'est shoot, elle ça. shoot, elle shoot. Et puis Et surtout, quand elle te met la main dessus, derrière, tu peux plus t'en débarrasser, quoi. c'est ça. Et on a vu Weili Zhang justement la prendre à son propre jeu en fait, contrer sur ses amenées. Et d'ailleurs, elle l'a soumis au deuxième round en contrant un single leg, en prenant le crucifix Oui. et en l'étranglant. En Donc sachant c'est. que pour au niveau boxe, elle n'a pas du tout été inhibée justement par par la lutte d'Esparza, puisque eh ben, elle l'a rousté. On va pas dire autre chose, elle l'a rousté pendant ces 2 rounds-là, quoi. Ouais. Elle lui a fait mal. De toute façon, elle a un peu suivi, puisque celle qui avait pris la première ceinture, parce que Esparza, c'est pas une novice, hein, elle avait pris la première ceinture de la catégorie face à Rose Namajunas au démarrage de cette catégorie, justement. Elle avait perdu ensuite contre justement Jedrzejczyk. Parce qu'on en parlait justement avec le combat précédent de Weili Zhang, mais contre Jedrzejczyk, qui avait fait exactement ça, c'est-à-dire elle avait comment dire, réussi à stopper la lutte d'Esparza tout en la boxant durement. Et c'est ça qui avait fait en sorte qu'elle gagne. Elle avait gagné grâce à la boxe, mais en aucun cas, par contre, elle avait tenté du sol face à elle, quoi. Elle a refusé la lutte. Là où Weili Zhang, elle a été pousser la chose jusqu'à même prendre le risque justement d'aller accepter cette lutte pour mieux pouvoir la contrer sur une soumission. Mais on en avait parlé de toute façon que Zhang, elle avait Bah, un de toute niveau au façon. sol qui était très très bon Et puis au-delà de ça, je pense même qu'elle a le plus gros physique de la KT. aussi. C'est-à-dire que je pense que tu peux pas forcément la stabiliser, c'est compliqué. C'est compliqué. En tout cas, dans les premiers rounds, quand elle est en forme, c'est compliqué. Ouais, ah ouais, je suis d'accord. Physiquement, Mais c'est un tank, Weili Zhang. c'est un tank, mentalement c'est un tank aussi, puisque Mentalement aussi. il faut refaire l'histoire, c'est-à-dire que l'année d'avant, elle combat 2 fois contre Namajunas. Et elle perd 2 fois. Elle perd 2 fois, donc elle perd sa ceinture de la première fois sur KO. La deuxième fois, elle fait des ajustements, elle fait une progression de dingue, notamment en lutte, parce que là, elle Le commence à travail travailler avec avec Henri Cejudo. Ouais. Donc elle fait une progression de dingue à ce niveau-là, qu'elle va exacerber justement pour justement combattre contre Esparza. Elle perd le deuxième combat encore une fois contre Namajunas, qui conserve donc sa ceinture. Mais Et elle le malgré perd de ça, peu. Hein. elle le Il perd y a de peu, même ouais. discussion. Il y a même discussion. Ouais, je suis d'accord. Enfin, moi, je la voyais gagnante de peu, mais je la voyais gagnante sur ce combat-là. Bref, je suis pas juge UFC. Mais en tout cas, derrière elle se remobilise et elle repart à la conquête pour gagner cette ceinture, quoi. Et maintenant, on en parlera plus tard. Non, j'allais dire pour la suite, mais on en parlera à la fin. Donc ouais, rien d'autre à rajouter de plus que de dire que c'est elle la combattante de l'année, quoi. Très clairement. D'ailleurs, c'est une des rares qui a combattu 2 fois. Je crois pas qu'il y ait de. Enfin, il y a aussi. Si, on avait dit que ça aurait pu être Manon Fiorot aussi, qui a combattu deux Ouais. fois et Ouais, qui mais c'est a... des combats de moins grande envergure, quoi. C'est ça. C'est-à-dire, ce qui fait pencher la balance, c'est d'une part le fait que. Bon, après, elle était blessée, notamment contre Chukagan. Elle avait ses ligaments qui avaient ressauté. Donc, ça lui a pas permis de faire un combat très marquant. Enfin, Ouais, c'était un combat dans la gestion plutôt. c'était de la gestion. Donc il n'y avait pas cette même domination que Weili Zhang a imposée. Et en plus de ça, Zhang, elle récupère une ceinture à la Elle clé. finit, Donc, elle finit l'année avec la ceinture et sur deux finitions, quoi. ouais. Par contre, si Fiorot combat en 2023 contre Shevchenko et qu'elle récupère la ceinture, qu'elle arrive à battre Valentina Shevchenko, là, oui, elle pourrait être plus la compétition justement pour le combat de l'année, quoi. Enfin, pour la combattante de l'année, pour le coup. Donc à voir pour l'année 2023. Ouais. KO de l'année. Alors, à toi. KO de l'année. Bon,
sans surprise, hein, je pense que c'est... Bon, on était d'accord aussi. C'est la victoire de Leon Edwards contre Kamaru Usman, hein, le high kick. Ouais, le high kick 278. Qui l'éteint net. Il n'y a même pas eu de suite, c'est dodo. Ouais, dodo. Ce qui rend, en fait, ce qui pèse dans le choix, c'est d'une part le fait qu'ils battent le numéro 1 pound for pound qui était réputé indestructible et invincible. Que Après, les victoires par high kick, pour moi, c'est toujours impressionnant. Et il y en a plus énormément. Il n'y en a pas énormément de victoires par high kick. Hein. En ce moment, il y a beaucoup de front kick. Mais de vrais high kick circulaires qui t'éteignent comme ça, là, il n'y en a plus des masses. Et déjà, il est magnifique. Front kick au visage, tu parles, toi? Ouais, front kick au visage. Il y a beaucoup de front kick, mais il y a moins d'high kick dernièrement, là. Et là, il est vraiment... tout est parfait. Et surtout, c'est un retour, en fait. Il perd le combat. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que on peut pas réduire la victoire d'Edwards seulement à cette high kick-là. C'est-à-dire qu'il gagne le premier round en faisant quelque chose qui n'avait jamais été fait, c'est amener Kamaru Usman au sol. Donc, et premier takedown et le contrôler jusqu'à lui prendre le dos. Exactement. Donc, et être en position de soumettre, bon, même si ça a été très bien géré par Usman, qui après passe la seconde et domine le grand 2, 3, 4 et 5 jusqu'à la high kick. Donc pour le coup, c'est vraiment une domination écrasante et sans partage, avec un Leon Edwards qui est complètement éteint à chaque inter-round, qui ne sait pas ce qu'il fait là. Et malgré ça, on en avait parlé, j'en avais parlé dans le podcast de ce risque justement de l'high kick, parce que sa préparation et le high kick qu'il avait mis face à Belal Mohamed, qui était, alors qu'il n'avait pas mis KO Belal Mohamed, mais qui était préparé de cette même manière, on en avait parlé et j'avais dit que c'était un potentiel risque justement face à Usman, et effectivement il l'a travaillé. On en avait parlé, Usman a une tendance à esquiver latéralement les frappes de poing avec l'anglaise, en fait, comme il travaille beaucoup en anglaise, donc c'est vrai que c'est une tendance à esquiver, à faire des mouvements de tête, et ça a été parfaitement exploité par Leon Edwards, qui met ce KO et qui prend une ceinture, la ceinture, parce que c'était la ceinture, peut-être une des ceintures les plus dures à prendre de toutes les catégories. En tout cas, c'était le champion le plus dominant de toutes les catégories, puisqu'il était numéro 1 pound for pound, et qu'il semblait vraiment, honnêtement, il a nettoyé la KT, hein. Oui. Il a nettoyé la KT. Son plus gros danger, c'était Covington. Ça a été balayé plusieurs fois. Deux fois. Là, on parlait de Khamzat, parce que mais même Khamzat, il était très loin dans les classements. Mais bon, il y avait tellement plus d'options qu'on voyait que Khamzat à lui opposer. Mais même, c'était vraiment, je pense que c'était la ceinture avec les légers la plus dure à prendre. Ouais. Et donc, surtout en termes de style, en fait. Parce que pour un mec comme Edwards, nous on s'attendait à ce qu'un mec arrive et surpasse Usman en lutte. Parce qu'en fait, si le mec arrivait à surpasser Usman en lutte, c'était foutu pour lui, tu vois. Mais là, c'est un striker. C'est ça. C'est d'autant plus compliqué. Un striker qui a prouvé quand même qu'il avait un bon niveau en lutte. Que ce n'était pas qu'un striker. On en avait parlé. Le problème aussi avec Edwards, c'est qu'il jouissait d'une très mauvaise réputation. Enfin, personne ne croyait dans sa victoire. Et ça rajoute encore plus de superbe à celle-ci. C'est le fait qu'il avait combattu contre Belal Mohamed, à l'époque. Après, arrêt de l'arbitre. Ensuite, il a combattu contre Diaz, qui domine de la tête et des épaules sur 5 rounds, jusqu'à ce qu'il se fasse mettre knockdown. Et qui manque de perdre le combat. Et tout le monde a retenu que ça. Et donc tout le monde pensait qu'il n'était pas légitime à la ceinture. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il a eu... je crois le discours de fin de match, il a été sélectionné aussi pour le discours de fin de match le plus hypant, parce que oui, il a mettez du respect sur mon nom, mettez du respect sur mon nom, voilà, c'était ça, le mec Rocky, quoi. Il revient de l'enfer et il gagne cette ceinture. Non, c'est beau, mais c'est surtout que il a rien lâché, en fait. L'UFC le boycottait un peu durant toutes ces années là, parce qu'il n'est pas forcément vendeur, Leon Edwards, et il a pas lâché. Il disait qu'il voulait la ceinture, qu'il était en place pour l'avoir, il était classé pour l'avoir. Il a refusé tous les combats qu'on lui a proposés contre des jeunes loups, parce qu'il avait tout à perdre. Ouais. Il n'a pas voulu prendre ce risque, il a préféré attendre. Il a eu sa chance, il a réussi à la saisir, franchement c'est beau. Ouais. Donc c'est vrai que le KO de l'année, ça aurait pu être aussi en ballottage avec celui de Chandler contre Ferguson. Mais
Mais le fait que... Alors, c'est un chaos magnifique. Hein. Le chaos, il est magnifique. Après, il y avait l'enjeu. Il y a le fait que Ferguson soit en fin de carrière aussi. Même si le premier round était dominé par Ferguson. Exactement. Mais voilà, quoi. Ça n'a pas le même impact. Enfin, pas le même impact. Pour le chaos de l'année, c'est pas mal de dire ça, pas le même impact. Mais non, mais en tout cas, ouais, voilà, il y a trop de choses qui s'ajoutent encore une fois à ce chaos pour qu'on puisse en choisir un autre, en fait, tout simplement. Ouais, je suis d'accord. Soumission de l'année. Et je crois que là, c'était là où on avait le premier point de désaccord. Ouais, je te laisse commencer. Ouais, je te laisse commencer. Tu me laisses commencer? Ouais, bien sûr. Moi, c'était l'étranglement de Jiri Prochazka sur Glover Teixeira à l'UFC 275. Ouais. Pourquoi? Donc c'était une sorte... déjà parce que le combat est fou. Donc de toute façon, sur le fait des KO ou des soumissions de l'année, il y a aussi tout ce qui se passe avant qui fait qu'on prend notre décision, tu vois. Ouais. Donc, le combat était fou, avec plein de retournements de situation, etc. Avec un Glover qui domine au sol, que de toute façon, c'est ce qu'on attendait. Hein. Glover, c'est un monstre au sol. Alors déjà, le fait que ça soit un monstre au sol et que ça soit lui qui se fasse soumettre, ça met déjà... tu vois, ça monte le truc. Et en plus, c'est un étranglement, alors déjà à la fin du combat, un peu comme Leon Edwards, il perd la décision, Jiri. Donc tu as ce retournement à la fin, sur un enchaînement où c'est Glover qui commence à attaquer, Jiri qui sort, qui chope la tête et qui met un étranglement modifié, une sorte de... Alors c'est un étranglement arrière, mais sur le côté, un peu en bulldog choke. Ouais, c'est ça. Il y a un peu de tout en fait. Ouais, en bulldog choke, rear naked choke. C'est ça, c'est un mix. C'est un mix, mais qui n'est pas, comme je l'avais dit, c'est pas une soumission qu'on découvre parce que j'aurais pu la mettre aussi celle-là, mais c'est pas celle que j'ai choisie pour d'autres raisons, parce que c'est une qu'on voit souvent dans les highlights de l'EBI avec Gary Tonon qui met ce même étranglement en fait tout simplement. Donc en plus face cam, enfin le truc vraiment face caméra où tu le vois en train d'étrangler en rear naked choke, donc étranglement arrière, Mataleon, vous l'appelez comme vous voulez. Justement de côté. Alors c'est une soumission où la sortie elle est pas impossible hein, parce qu'on l'avait vu, on l'avait travaillé, on avait essayé d'analyser un peu la chose, on l'avait testé. Le lendemain. Ouais. Pour voir si on arrivait à sortir de cette soumission. Donc il y avait des sorties, mais entre la fatigue du combat, le fait qu'ils se soient tous les deux tartinés la tronche pendant 5 rounds, plus le fait que Prochazka doit être d'une puissance extraordinaire, fait que il n'était plus à même de sortir. Mais c'est possible. Mais c'est vrai que c'est une soumission qui est magnifique et qui est rare. Donc surtout venant de ça Prochazka, justifie le choix. Et surtout venant de Prochazka. Le mec se fait dominer au sol clairement pendant tout le combat. Ouais, alors après, et en plus de ça, c'est un mec qui sort facilement des soumissions, enfin qui a une grosse résistance à la soumission, mais qui n'est pas forcément un soumetteur. Non. Donc ouais. Mais c'est un opportuniste. C'est un opportuniste, que ce soit en striking ou au sol, c'est un opportuniste. Ouais. Et moi, j'ai choisi une autre soumission. Alors aussi pour la rareté de cette soumission, enfin en tout cas pas de la soumission, mais enfin quoi que si, ça fait partie de la soumission. Du cheminement. Du cheminement de la soumission. Parce qu'on le voit jamais, on le voit très rarement. C'est Zhang, encore une fois, face à Esparza, à l'UFC 281. Donc c'est son crucifix avec le Mataleon. Donc pourquoi j'ai choisi moi cette soumission-là ? Parce que pour les raisons qu'on a évoquées déjà tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle a été contrée la lutte de la meilleure lutteuse de la catégorie en attaquant justement ce crucifix. Crucifix qu'on a l'habitude de voir de face justement en contrôle quand on est en contrôle latéral où on va venir en crucifix pour envoyer les coudes. Et là on le voit de dos, donc elle se sert du single leg pour venir emprisonner le bras de l'adversaire. Elle emprisonne le deuxième bras avec ses bras, donc normal, crucifix, elle est dans le dos d'Esparza. Et là, elle arrive à soumettre donc, en Mataleon Esparza en sachant que attaquer déjà un Mataleon quand on est dans le dos avec les gants de MMA, c'est déjà pas forcément la chose la plus facile à faire parce que glisser la main sous le menton avec l'épaisseur du gant. Tous ceux qui ont déjà pratiqué, mais même sans les gants. Déjà, même sans les gants. Déjà, on croit que c'est facile. Et étrangler, ça a l'air facile en théorie, oui. Il suffit de passer sous la gorge, mais réussir à placer sa main sous la gorge, déjà c'est un calvaire. Alors avec les gants. Pour ceux qui ont déjà mis pour ceux qui ont mis les mitaines, ils savent que passer la main sous la gorge, c'est ultra compliqué.
On en a parlé tout à l'heure, Leon Edwards qui a essayé de soumettre Kamaru Usman sur un round parce qu'il a pris le dos très rapidement dans le round et il n'a pas réussi. En fait, le moyen où c'est plus facile en MMA, c'est quand tu vas mettre la personne à plat ventre. Oui. Et que tu vas reprendre de la distance en pontant et que tu vas pouvoir envoyer des frappes lourdes. Ouais. Là, la personne va te donner son coup. Mais la position où elle était... Diaz contre McGregor dans leur premier combat. Voilà. Là, les coups étaient trop lourds et donc il a donné son coup. Mais là, la position de Weili Zhang, elle pouvait pas mettre de frappe lourde. Non. Tu vois, et c'est pas les frappes qui, tu sais, les petites frappes gênantes, ils ont l'habitude. C'est pas ça qui va te faire prendre l'étranglement. Donc elle a réussi quand même à passer sa main sous la gorge pour parce qu'il faut savoir que comme on est perpendiculaire à l'adversaire, donc on est un peu décalé, donc on développe moins de puissance pour glisser sous le coup. Donc ça rajoute à cette performance-là et à cette soumission-là. Donc en plus, encore une fois, c'était la soumission pour la ceinture. Bon, bah pareil que pour Prochaska contre Teixeira. Hein. Mais donc voilà, moi c'est pour ça que j'ai choisi cette soumission-là. Parce que c'est très rare. De toute façon, en essayant de trouver la soumission de l'année, tu sais, j'ai regardé, parce qu'on se fait toujours des rappels, hein, donc on regarde, il y a des gens que par chance qui font pas mal de montage des KO, des soumissions sur l'année. Et quand tu regardes, si tu veux voir des soumissions, c'est pas l'UFC qu'il faut regarder. T'en as beaucoup plus dans les autres organisations. Mais vraiment de belles soumissions qu'on n'a pas l'habitude de voir, des gogo plata, des triangles inversés, il y a vraiment pas mal de choses. Rien qu'au Bellator, hein, très souvent il y a des soumissions de fou au Bellator. Ouais. Alors après, il y a deux explications peut-être possibles, je sais pas laquelle est la bonne, mais soit c'est parce que le niveau étant moins fort et que peut-être dans les match-up il y a des disparités de niveau qui font que les soumissions sont peut-être plus faciles à attaquer. Soit c'est le règlement d'un point de vue jugement d'un combat qui fait qu'à l'UFC, peut-être que le travail au sol et surtout sur le dos est peut-être moins valorisé et donc ils évitent d'y aller. Parce que c'est les règles unifiées. Dans les deux cas, c'est les règles unifiées. Oui, donc c'est le même règlement, c'est les mêmes juges, tout est pareil. Ouais, c'est vrai. Non, je pense que c'est plus une question de style de combattants qui sont dans l'organisation et voilà. Ouais, mais de niveau aussi. Et de niveau aussi. Voilà, de niveau, parce que les combattants, ils étaient dans d'autres organisations avant et ils soumettaient. Enfin, tu regardes, on en parle souvent dans les analyses, quand on regarde les soumissions, tu sais, quand on voit qu'elles remontent en début de carrière, tu vois. Ouais, et après, quand ils arrivent à l'UFC, ils soumettent plus les mecs. Ça soumet plus. Ça soumet plus parce que c'est de plus en plus compliqué. Ouais. L'autre, alors c'est la presque soumission de l'année. Pour moi, il n'y aurait pas eu de débat si elle avait été faite. Et c'est vraiment vraiment dommage. Mais je vous invite à aller la voir quand même pour le cheminement de cette soumission. C'est Dodlidze contre Hermansson. Presque soumission, pourquoi ? Parce qu'il attaque Juji, suivi de triangle inversé, suivi de calf slicer, donc compression de mollet. La compression de mollet. Mais Hermansson étant pareil un tueur au sol, il ne tape pas sur cette compression. Et Dodlidze le finit en fait parce qu'il a complètement bloqué avec cette compression de mollet justement Hermansson. Et il le finit par TKO en le frappant à partir de cette position-là. Mais ce cheminement, il est magnifique. Parce que déjà, il attaque le Juji, comme je disais. Hermansson se redresse, commence à sortir. Il y a Dodlidze qui vient encercler sa cuisse. Et au lieu de partir en clé de genou, qui aurait pu être... c'est le chemin le plus indiqué. En tout cas le plus indiqué ou le plus logique c'est la suite la plus logique. Quand tu vois le mec se relever, que tu enroules la jambe, tu cherches à attaquer la clé de genou. C'est ça. Et justement, il fait un autre choix en partant sur ce triangle inversé, qui est encore une fois bien géré par Hermansson. Et quand Hermansson arrive à sortir, c'est là où il va venir s'enrouler justement dans la jambe, enrouler la jambe d'Hermansson pour attaquer cette compression de mollet. Et là, fabuleux. Donc en termes de transition, c'est exceptionnel. Ce qui manquait, c'était juste le fait qu'il tape. La finalisation. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, si vous voulez voir une belle transition de soumission, ça c'est ce que je vous invite à voir là pour cette année 2022. C'est ça. Maintenant, il n'y a pas la finalisation, donc je peux pas la sélectionner, mais vraiment propre. Ça aurait pu être la soumission de l'année pour moi, en tout cas au niveau UFC. Puisqu'on n'a pas précisé qu'on a choisi de parler que de l'UFC, c'est vrai. On n'a pas précisé. De toute façon, comme on analyse uniquement l'UFC. C'est ça. On ne parle que de ce qu'on connaît, tout simplement. Comme disait Socrate, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et dans les autres, je ne sais rien. À l'UFC non plus d'ailleurs. Donc, fight de l'année. Alors, à toi. Je t'en prie. À moi ? Tu m'en pries ?
Je m'en prie. Ok. Ça me perturbe parce qu'on avait fait l'inverse la dernière fois. Moi, j'ai choisi Tsarukyan versus Gamrot à l'UFC on ESPN. On va te la faire en anglais, ESPN. Donc Tsarukyan contre Gamrot, c'est combat. Alors, c'est pas forcément celui qui est mis en lumière et qui est mis en avant justement pour ce combat de l'année. Mais c'est pour moi le combat que n'importe quel puriste doit voir, vraiment. Ou même quelqu'un qui débute. Si vous voulez voir du MMA complet, que ça soit en boxe, en lutte, au sol, en défense de lutte, en défense de sol, en fait, il y a tout est dans ce combat. En fait, c'est un cours. Quand vous voulez prendre un cours de MMA, vous regardez ce combat. Il faut faire tout ce qui est fait. Il y a deux combats comme ça. Il y a Tsarukyan Gamrot et il y a Gamrot contre Benel Dariush. Dariush, voilà, exactement. C'est deux combats extraordinaires à ce niveau-là. Et là, c'est pas forcément le côté à toi, à moi, avec des actions fortes pour l'un, puis pour l'autre. Mais c'est vraiment ce côté à toi, à moi dans les mêmes actions, quoi. C'est les deux, c'est des super guerriers. Franchement, on avait l'impression d'être dans un épisode de Dragon Ball Z. Ils s'envoyaient tout ce qu'ils pouvaient avec une facilité, une fluidité, une technique. C'était propre, c'était magnifique. En sachant que ça baisse pas de rythme. Ouais, c'est vraiment sur 5 rounds, parce que c'était le main event. C'est un drill sur 5 rounds, quoi. Mais un drill fois 1000, tu vois. C'est ça. Il n'y a pas d'interruption. En sachant que Tsarukyan, c'est peut-être aussi l'avenir de la catégorie, hein, puisque clairement. Parce que c'est celui qui a mis le plus en difficulté justement Islam Makhachev et qui là potentiellement pourrait demander et réclamer avec ses dernières victoires une revanche contre Makhachev justement pour la ceinture. Et bon, après là, il y a sa défaite contre Gamrot, malheureusement, qui le freine dans son truc. Oui, mais il a regagné là récemment. Il a regagné, ouais, mais il vient de perdre quand même contre Gamrot. Ouais. Il aura pas Islam tout de suite. Ouais, mais tu sais que l'UFC aime construire des histoires et vu que c'est l'adversaire qui était le plus proche. Alors, on parle pas du KO que Makhachev a pris, hein, mais en termes d'opposition de style, c'est celui qui a mis le plus de bâtons dans les roues de Makhachev. Ça pourrait être monté en épingle. Parce que là, il commence à en parler. Hein. Il commence à le dire, il commence à faire sa com autour de ça et c'est relayé. Donc, quand c'est relayé, en général, ça peut montrer que potentiellement il pourrait y avoir un affrontement. Et Tsarukyan a beaucoup progressé depuis leur premier affrontement. Donc, ne serait-ce qu'en termes d'expérience. Ne serait-ce qu'en termes d'expérience. Il avait déjà son niveau. Mais il était très jeune quand il a affronté Islam. Ouais, donc... Et il est toujours très jeune d'ailleurs. Donc, il est toujours très jeune, mais avec beaucoup plus d'expérience de combat à ce niveau-là. Oui. Donc à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà. Si vous voulez voir un combat, et pour moi le combat de l'année, c'est ce combat-là. Ouais, alors là c'est vraiment sur la pure technique, je suis d'accord parce que je l'ai noté. Non, moi j'ai noté Dariush Gamrot, mais en petit, ouais. C'est pas mon combat de l'année, hein. Mais je l'avais noté parce que c'est un des combats les plus beaux que j'ai vus. Les plus beaux en termes de technique, tu vois. C'était magnifique. Mais moi, mon combat de l'année... Pourquoi j'ai choisi... Ouais, juste, pardon. Pourquoi j'ai choisi celui-là par rapport à Dariush, c'est parce qu'il y a eu un moment où Dariush, il a vraiment pris l'ascendant. Il a pris le dessus. Tu sais, il a pris le dessus, par rapport à celui-là, quoi. Plus le knockdown, etc. Là, quand il lui met le crochet large là, qui fait chuter Gamrot. Ouais. Mais Gamrot, il avait plus de solution à la fin. Ouais, c'est ça. C'est que petit à petit, il s'est fait bouffer par. Mais c'est clairement, c'est sur le. Moi, je l'ai noté entre parenthèses, le premier round. Le premier round où il y a la phase au sol, etc. Là, c'est fou. Exceptionnel. Exceptionnel. Et j'aurais pu mettre en deuxième, enfin je l'ai noté, hein, mais c'est celui que tu vas donner, donc je te laisse le donner. Mais j'hésitais entre l'un et l'autre, même si j'ai choisi Tsarukyan Gamrot. Et ben moi c'est Glover Teixeira contre Jiri Prochazka. UFC 275. Ouais, je crois que c'est le premier pay-per-view de l'année. C'est un des premiers combats de 2022. C'est un des tout premiers qu'il y a eu, et ça a été un combat de fou. Alors honnêtement, je m'y attendais pas. C'est pas un combat qui m'a hypé de fou. Hein. Parce qu'on a un Glover. Alors, je kiffe le style de Glover. De toute façon, toi aussi, je sais que tu kiffes son style. Surtout depuis qu'il se rappelle que c'est un grappleur et qu'il ne veut plus boxer. C'est très bien.
Qui fait du vrai MMA, quoi. Qu'il n'oublie pas qu'il y a du sol, effectivement. Ouais. Surtout qu'il a un sol de fou, en fait. Il n'y a rien qui m'énerve le plus que les mecs du jiu-jitsu brésilien qui oublient leur sol. Qui veulent que boxer. Ça soit Demian Maia avant qu'ils se remettent. Jacare, tous. Ça me rend dingue. Et après, quand ils retournent à ce qu'ils font le mieux, ils ont un second souffle, tu vois. Et là, c'est clairement le cas de Glover. Parce il a 44 ans, je crois. Ouais. C'est un vrai ancien. Et c'est le champion en titre au moment où il affronte Prochaska. Prochaska, c'est la jeunesse. Et on sait que c'est un chien fou. S'il peut éteindre n'importe qui, c'est des enchaînements. C'est vraiment de la violence. C'est du chaos. Oui. Et la question, c'est... à chaque combat, on se dit ça, en fait. À chaque combat, on sait que Glover, il se fait toucher. À chaque combat, il tombe. À chaque combat, il arrive à retourner la situation grâce à son sol. Et là, à chaque fois, on se dit, bon, ça va être le combat de trop, là. Là, il va prendre celle qu'il faut pas et il se relèvera pas. Sauf que là, il arrive encore à prouver qu'il peut dominer un jeune chien fou comme Prochaska. Il le domine, il le maintient au sol, il le met knockdown. Lui aussi prend des knockdowns, mais il montre qu'il est là. Il est au niveau, il le domine même, si ça va à la décision, il gagne assez nettement. Et il y a ce renversement de situation qui conduit à la soumission de l'année pour moi, où Prochaska arrive à soumettre Teixeira là où, dans notre tête, c'est quasi impossible en fait. Moi, je le vois le mettre KO, ça dans ma tête, c'est possible. Mais voir Prochaska soumettre Glover, jamais j'aurais pensé ça. Et il le fait au dernier rang. C'est ça. En fait, c'est un combat, ça fait partie des combats épiques, tu sais. C'est vraiment comme tu l'as dit tout à l'heure, un combat à la Rocky. Ouais. Et jusqu'à la dernière seconde, tu sais pas qui va gagner. Parce que même si Teixeira prend le chemin de la victoire, tu sais que jusqu'à la dernière seconde, il y en a un des deux qui peut éteindre l'autre. Oui, ou soumettre l'autre. Parce que jusqu'au dernier round, finalement, enfin, tu vois, ça part d'une tentative de soumission de Teixeira avant que lui se fasse soumettre. Donc c'est ça qui est bien, c'est que tout au long du combat, tu vois, des fois, tu as des moments où tu vas avoir que du striking et puis il va y avoir une phase de sol à la fin du combat ou quelque chose comme ça avec une tentative de soumission. Là, tout au long du combat, on a tout eu en même temps. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment des phases de boxe avec des mises en danger de l'un, puis de l'autre. Puis après, des phases au sol avec des sorties extraordinaires. Puis ça repartait debout. Et puis, c'est un combat, enfin, le rythme, il y a eu des erreurs, arrêté, quoi. Il y a eu des mauvais choix. Il y a des moments où le gros mauvais choix... C'est Teixeira qui fait la plus grosse erreur. Ouais, c'est Teixeira qui fait vraiment l'erreur qui fait basculer le combat. C'est quand il touche justement Prochaska et qu'il cherche à l'amener au sol. Et que là, il cherche à l'amener. Ouais. Il aurait dû, voilà. Il aurait dû. Après, on n'est personne pour dire ce qu'il aurait dû faire et puis on ne sait pas non plus ce qui se serait passé derrière. Ça aurait fonctionné. Ça se trouve, il aurait pris un crochet large en contre et dodo. Mais parce que souvent, tu sais, on dit ça, mais souvent... On a dit l'inverse, c'est-à-dire qu'on a dit quand tu touches ton adversaire, surtout quand tu le mets vraiment un gros knockdown et qu'il tombe, au lieu d'aller continuer à le frapper en grand endpoint et risquer de le réveiller, parce que souvent la deuxième réveille, ça serait d'aller chercher la soumission, de profiter du moment de flou pour aller chercher la soumission. Là, c'est ce qu'il a fait, techniquement. Oui, c'est vrai. Mais... En vrai, quand il pense, il n'y a même pas d'erreur. Parce qu'il aurait fait l'inverse. En fait, il a fait son feeling sur le moment, ce qu'il a ressenti. Ça. Mais en fait, c'est combien de fois je me suis levé de mon canapé en voyant ce combat, c'est ça le truc. Dans chaque round, quasiment, il y a un moment où tu te mets debout, tu te dis non, oh non, non. C'est un truc de fou. Donc voilà, pour moi, c'est... Ah non, mais c'est des deux côtés. Et à la fin, c'est le genre de combat où même si moi j'étais clairement pour Glover, à la fin, t'es plus pour personne en fait. Parce que le combat, il est tellement fou que t'as été rassasié de ce que t'as vu. T'as du respect pour les deux, quoi. T'as du respect pour ce combat. Prochaska, il a gagné, bravo. Glover, il a pas démérité, il a fait un combat de fou. Ouais. Et en fait, les deux sont gagnants dans ce combat. Oui, parce qu'il a prouvé qu'il méritait quand même d'avoir la ceinture, parce que tu sais, il y en a beaucoup qui disaient que c'était pas un vrai champion, machin, tatati, tatala. Ah, clairement, et Prochaska, à la fin du combat, de toute façon, il lui a exprimé tout son respect. Il a demandé une revanche immédiate, justement, parce qu'il n'était pas satisfait du tout de sa performance. Exactement. Quand c'est le vainqueur qui réclame la revanche, c'est que vraiment, ça veut tout dire. Ouais. Et ça me fait rire quand tu dis je me suis levé plein de fois du canapé, ça me rappelle le mème là qu'on voit de temps en temps, comment les gens normaux regardent l'UFC, tu sais, tu vois les gens en société avec un petit verre de vin et puis t'as l'UFC sur la télé, comment moi je regarde et tu vois le mec torse nu comme ça qui est en train de marcher. Ah bah ça c'est moi ça. Ça c'est moi ça. Tu sais, qui est en transe devant l'UFC dans le noir, tu sais, tout seul, tu sais, c'est... Torse nu, oui, je veux bien le croire, parce que vu qu'il fait la moitié des podcasts à distance torse-poil, je veux bien croire que t'es torse nu devant ta télé. Là, c'est vrai.
Armani en plus. Oh là là. En plus, excuse-moi. Monsieur prend de la valeur. Armani ou Armanouche? Non, Armani celui-là. Les Armanouches, ils sont rangés. Ils sont tous troués. Ils ont pas supporté le choc. Oh là là. Non, mais en tout cas, ouais, j'aurais pu le choisir aussi. Vraiment, combat d'anthologie, combat épique. Mais j'ai privilégié, encore une fois, c'est comme pour la soumission de l'année, quoi. J'ai privilégié la finesse technique au côté extraordinaire, quoi. Tu vois. Ouais. Et en petit, j'ai la guerre, évidemment, la guerre Poirier-Chandler. Oui, ouais. Qui est un combat de fou aussi. Ouais, Poirier-Chandler en petit, c'est vrai. Combat de fou. Là, quand en fait, là, ce qui est modifié pour moi, c'est. Moi, il y a l'enjeu qui rentre beaucoup en compte. Tu vois, là, le fait que ça soit un combat pour le titre et que ça soit sur 5 rounds, c'était. Ouais. En fait, ils ont fait cette guerre sur 5 rounds. On peut pas mettre Chandler tous les ans, quoi. Grave. Le mec fait que des combats de fou. Voilà. De toute façon. Et de toute façon, il sera jamais champion parce qu'il veut que des bonus. Et il voilà. fout la rage. C'est ça. Donc, il y a le côté... on en avait parlé de ça. On est déçus. La déception. Ouais. Alors, upset de l'année. Alors, l'upset de l'année, c'est... Alors, comment dire ? La plus grosse surprise. La plus grosse surprise, effectivement. C'est le combat où personne ne voyait le vainqueur, enfin, ne voyait le vainqueur, justement, et qu'il y a un retournement de situation qui fait que, bah, voilà, c'est le revirement de situation qui fait gagner l'adversaire. C'est ça. À vous, monsieur. Eh ben, on n'était pas d'accord aussi sur celui-là. Et pour moi, c'était Sean O'Malley contre Peter Yan. C'est vrai. UFC 280. C'est ce que pour moi, c'était la plus grosse surprise. Après, j'ai vu des commentaires où les gens, bon, c'est toujours pareil, hein, où les gens disaient non, mais on disait que c'était possible, nanana. Non, il y a quasiment personne qui disait ça. On disait tous qu'il allait se faire rouster. On sait qu'il est fragile, qu'il est fragile au niveau des jambes. On connaît les low kicks de Peter Yan. Il y avait même plein de vidéos, enfin de photos qui tournaient la tête que fera Sean O'Malley après avoir goûté le premier low kick de Peter Yan avec des têtes improbables. Et il a montré. Alors, sa victoire, elle est discutable. Ça, je vais pas rentrer dans le sujet, ce qu'il a gagné et ce qu'il a perdu. Sa victoire, elle est discutable. Bon, les juges ont décidé qu'il avait gagné. Dans tous les cas, au-delà du fait qu'il ait gagné ou perdu, il a tenu tête à Peter Yan. Il a même gagné des rounds. Pour moi, il a gagné des rounds. Ouais. Et en fait, il a été, dès le début, il a été dominé. Il a été dominé plus psychologiquement, j'ai l'impression. Il n'arrivait pas à se lâcher, et au fur et à mesure du combat, il y a eu un tournant, il y a un moment où il l'a touché, et ça a changé, ça a changé le combat en fait. Quand il s'est rendu compte qu'il pouvait le toucher, et qu'il pouvait mettre en place sa boxe, il s'est lâché, et moi il m'a impressionné, Sean O'Malley. Et c'est sûrement en termes de code de pari, de l'écart de fou qu'il y avait, personne ne s'attendait à ça, et le bond en avant dans le ranking qu'il a fait, parce que Peter Yan il devait être premier ou deuxième au classement. Sean O'Malley, je ne sais même pas s'il était dans le top 10 au moment où ils sont affrontés. Ouais, je suis pas sûr. Ouais. Il était peut-être au début du top 10, tu vois. Et là, il passe clairement premier ou deuxième, et en plus, il va avoir un combat pour le titre, normalement. Donc c'est vraiment la prise de risque qu'il a fait, parce qu'il n'avait jamais affronté quelqu'un de ce niveau. Il avait affronté aucun top 5. C'est la prise de risque qu'il fait, ça passe, et en plus, derrière, il va à la ceinture, personne ne le voyait. Franchement, bravo. Ouais, donc toi, tu as pris le terme upset du perdant d'avance contre, et qui est ensuite dans le combat, parce que c'est un upset, mais le combat, il était équilibré. Tu vois ? Ouais, non, moi je l'ai pris en avance. Moi, c'est ce qui m'a le plus surpris, parce que c'était l'inconnu en fait. Et même moi, dans ma tête, hein, pour moi, Peter Yan, il allait lui rouler dessus. J'étais persuadé de ça. De toute façon, on avait fait l'analyse. Hein. Oui, bien sûr. Pour moi, c'était une évidence. Moi, l'upset, je l'ai pris au pied de la lettre, et une nouvelle fois, alors, tu sais, ça tourne un peu en rond, mais c'est souvent, tu sais, tout est lié, c'est Edwards contre Ousmane à l'UFC 278. Ouais, c'est aussi un upset. Pour le coup, le mec est brisé psychologiquement, on le voit, il est vide dans les yeux, il n'y a plus rien, et il arrive à gagner ce combat avec cet high kick à 50 secondes de la fin. Enfin, tu peux pas faire plus upset que ça, quoi. C'est vraiment le truc où normalement, enfin, la victoire, elle est donnée, même s'il perd le premier round, et je le répète. Je vois ce que tu veux dire. Mais après, pour moi, là, ce que tu décris, je le mets plus dans comeback que upset.
Ouais, mais ce combat reste un upset parce que en termes de cote, Ousmane était loin devant. Personne ne voyait Edwards gagner. Ouais. Personne ne le voyait gagner. C'est-à-dire que c'est un upset sur toutes les formes sur tous les aspects, quoi, pour le coup. Donc parce que effectivement les cotes elles étaient pour Ousmane. Le fait qu'ils avaient déjà perdu contre Ousmane, le fait que mais tout était pour Ousmane. Le style de combat était pour Ousmane. Et que Edward jouissait d'une mauvaise réputation, que personne ne croyait en le fait qu'il avait cette chance au titre. Il y avait rien qui indiquait que Edwards allait finir de cette manière-là Ousmane à 50 secondes de la fin. Donc, on n'avait aucune certitude. Surtout que Edwards n'étant pas très actif et il a affronté quasiment personne. Là, il a affronté aucun top, Edwards. Là, il était sur une grosse série de victoires, oui. Mais il avait affronté aucun top, donc on n'avait aucune réponse sur son niveau. Il a affronté Belal, ça s'est fini avec le Époque, et en plus c'était plus ou moins équilibré. Sauf que Belal, au moment où ils sont affrontés, c'était personne. Là, on se rend compte que Belal, c'est une galère de fou. Oui, donc ce qui explique la difficulté qu'il avait eu à le combattre. Et encore, il dominait le combat jusqu'à Époque, Léon Edwards. Hein. Il le dominait, mais on sait que Belal, c'est un poison. Et après, il y a eu quand il prend le crochet de Ned Diaz. Oui. Donc en soi, c'était vraiment l'inconnu de voir Léon Edwards à ce niveau-là. Oui, donc c'est pour ça. C'est pour ça que moi je l'ai choisi en upset de l'année. Je sais que celui qui a été choisi officiellement c'est Pereira contre Adesanya, je crois, si mes souvenirs sont bons. Okay. Moi non plus, dans le sens où c'est un schéma de combat qui s'est déjà produit dans leur deuxième combat en kickboxing, c'est-à-dire avec un Pereira qui aurait pu perdre et finalement qui gagne par KO. En fait, c'est pas un upset dans le sens où, en termes de style, on savait ce qu'il allait se passer. On sait que Adesanya, techniquement, il est meilleur. Oui. On le sait, dans leur combat de boxe, ça se voit. Donc c'est pas une surprise que Adesanya domine. Il peut dominer tous les rounds même. Mais c'est pas une surprise non plus qu'il se fasse éteindre. Parce qu'il suffit d'une erreur pour se faire éteindre. Parce qu'il a le KO power et qu'on sait très bien que Pereira il a la détermination pour aller chercher cette situation de KO. Puisqu'on le voit, lui il est jamais il est perdu entre les rounds. C'est-à-dire que jamais il s'est avoué vaincu. Là où un Edwards, lui, tu voyais dans ses yeux que il était il attendait son destin, c'est-à-dire la décision. Il tenait jusqu'à la décision. Donc c'est pour ça que je choisis plus ce combat-là qu'un autre. Ouais, clairement. Je suis d'accord. Alors, comeback de l'année. Hein, comeback de l'année. Il est où ton résultat? Eh ben, j'en ai pas. Et il est jamais revenu. Mais je vais t'en donner un, tiens. Il n'y a pas eu de comeback pour le comeback. Vas-y. Je vais t'en donner un pour te faire taire. Attends, juste avant qu'on explique. Parce que comeback, en fait, nous, on l'entend de deux manières. Soit c'est comeback comme on l'a entendu l'année dernière, c'est-à-dire que c'était un combattant qui était vraiment normalement censé ne plus... qui était en fin de carrière et qui passait sous les radars et qui allait passer sous les radars et qui revient avec une série de victoires extraordinaires jusqu'à une potentielle ceinture. Donc c'était José Aldo. Qu'on a choisi l'année dernière. Et sinon, comeback, on peut l'entendre aussi sur, comme tu disais juste avant, le combattant qui est au bord du chaos, qui va perdre son combat. Mais là, c'est pas... Alors, c'est là où je diffère un petit peu de ce que tu as dit. C'est-à-dire que c'est pas forcément il perd à la décision, c'est il va tomber, il va être KO, mais malgré ça... À la manière d'un Tchèque Congo contre Pat Barry. Exactement, et il revient. Il est knockdown 6-7 fois, et derrière, il vient et il finit le combat par KO. Ça, c'est un comeback. Ou par soumission. Vas-y, à toi. Moi, je vais faire j'ai oublié cette KT, je vous le dis, hein, j'ai rien noté. Donc là, je vais faire un comeback de carrière plutôt que de combat. Juste sur cette année, hein, je vais mettre Weili. Je vais mettre Weili Zhang, qui perd 2 fois en 2021, qui perd 2 fois contre la championne, et qui revient, qui gagne ses 2 combats, qui prend la ceinture, qui finit championne cette année. Comeback 2022. Voilà. Ouais. J'entends. Mais bon, elle était pas finie, quoi. Non, elle était pas finie. Mais j'ai rien préparé, donc c'est un petit comeback. L'excuse. Oui, j'ai rien préparé. C'est un peu comme le mec au bac là qui a dit, c'était au bac de philo ou je sais pas quoi, qui avait répondu en une phrase, il a eu 20. Tu sais, il a tenté le tout pour le tout. Grave. Non, en fait, je te mets quand on avait mis José Aldo l'année dernière,
Là, pour le coup, c'est un vrai comeback dans le sens où il y a eu un changement de catégorie. Enfin, on parlait de sa retraite. Il y a eu un changement de catégorie. Il y a eu plusieurs défaites, etc. Et après, il a regravi tous les échelons pour aller raffronter le top du top. Et il était pas ridicule, tu vois. Donc là, c'était un vrai comeback. Mais là, comme j'en avais pas, fallait que j'en trouve. Voilà. Je suis honnête. Bon, bah, moi, comme j'ai bossé, je vais donner match nul contre. Et je vais toujours avoir autant de mal à dire son nom. Sous Muerji. L'UFC Fight Night, Ortega versus Rodriguez. Donc ouais, ce combat, il est exceptionnel, hein, avec un match nul qui est au bord du chaos à de multiples reprises, qui arrive encore, on ne sait pas comment, à esquiver quelques frappes qui auraient pu être déterminantes et décisives de dessous. Et qui le finalise, qui arrive à prendre la position montée, et à lui envoyer une grosse série de coups de coude et à gagner le combat, quoi. Enfin, il prend un gros grand end pound et il gagne le combat. Franchement, c'est pour moi le comeback vraiment le plus marquant et significatif. Pour le coup. Ouais, bah, je vais te dire oui. J'ai pas vu le combat, donc je peux que te dire oui. J'ai pas vu ce combat. Ah, il est beau le professionnel, hein. Je vais peut-être changer de co-animateur. Mais c'est parce que je t'ai fait confiance, en fait, à 100%. Oh, mais je sais. Oh, putain. Il commence bien 2023, celui-là, je vous le dis. Déjà, il fait des podcasts en t-shirt, c'est pour ça il perd de sa superbe. Donc, dernière catégorie. Le prospect de l'année. Vas-y. Ouais. Et bah pour moi... Prospect de l'année, il fait 2 combats, 2 finitions. Les 2 au deuxième round, c'est Ilia Topuria. Prospect, il a 25 ans. Je le mets prospect dans le sens où c'est un jeune combattant, tu vois. Ouais, mais qui est à l'UFC pas depuis cette année, quoi. Ça fait... Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais il n'est pas encore au top niveau, tu vois. Je vois encore une marge de progression. Ouais. Je vois encore une bonne marge de progression et je le vois monter de plus en plus. Et là, en fait, ce qu'il fait, c'est que il nous montre que le mec, c'est un monstre. Il est complet. Il combat contre Jay Herbert, il le met KO au deuxième round. Et ensuite, son dernier combat, c'est contre Bryce Mitchell. Il le soumet. Bryce Mitchell, on sait que c'est un monstre au sol. Exactement. Un des rares à avoir mis un twister à l'UFC. Ouais. Un des deux seuls twisters d'ailleurs à l'UFC. Son jeu en rubber guard, gogo plata, etc. Le mec, c'est un tueur au sol. Et là, il se fait dominer, il se fait rouler dessus au sol, il se fait soumettre. Les 2 au deuxième round. Donc le mec, c'est un finisseur. Il est puissant, il est jeune. Non, je pense que cette année-là, il va exploser. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, c'est un combattant que j'adore, que je suis particulièrement depuis qu'il avait affronté Ryan Hall. C'est là où moi j'avais pris conscience en fait déjà de son physique extraordinaire, parce qu'il est très très puissant, et aussi de son niveau au sol, parce qu'il avait réussi à annihiler toutes les tentatives d'Imanari Hall de Ryan Hall, ce qui n'est pas rien, pour ensuite réussir à le mettre KO. Bon, après, là pour le coup, Ryan Hall, on peut parler d'erreur parce qu'il s'est entêté sur sa stratégie et donc c'était quand même facile à lire. Mais bon, faut-il quand même pouvoir le contrer? Parce que c'est pas chose facile, hein. On voit BJ Payne, hein, qui est un monstre au sol aussi et qui a pris une clé de talon en 30 secondes quand il l'avait affronté. Donc je parle de Ryan Hall, pas de Topuria. Donc voilà, et effectivement, Ilia Topuria, il a tout. Il a progressé en boxe, il a une boxe qui est extraordinaire, il est solide en lutte, il a des défenses de lutte qui sont magnifiques, il est très très bon, et un sol aussi dévastateur. Donc, et en plus, où il cherche la soumission, c'est-à-dire que c'est pas que du contrôle, c'est vraiment un mec qui est opportuniste sur les soumissions. Donc oui, il a tout pour gravir les échelons dans cette catégorie. Et voilà. Et j'espère qu'ils vont le laisser y aller. J'espère qu'ils vont lui donner le combat contre Paddy Pimblett. Ouais, moi aussi. Parce que j'y crois pas une seconde. Moi non plus, parce qu'ils sont pas dans la même catégorie. J'y crois pas une seconde par rapport à l'UFC. Hein. Je pense que les deux le veulent. Oui. De toute façon, on en avait parlé. Hein. Je pense que les deux se détestent vraiment. Topuria, il attend que ça. Pimblett, il voudrait aussi. Hein. Je pense pas qu'il ait peur de l'affronter du tout. Mais l'UFC, Pimblett, là, c'est la poule aux œufs d'or, en tout cas sur le marché européen. Ouais. Ils ont aucun intérêt à détruire sa hype. Ouais, ils veulent pas le griller tout de suite, quoi.
on sait pertinemment que leurs deux trajectoires elles sont complètement différentes, dans le sens où Ilia Topuria, je le vois potentiellement jouer une ceinture dans quelques temps. Pimplet, on sait qu'il n'ira jamais à la ceinture. Non, il a clairement pas le niveau pour la ceinture. Très clairement. Voilà, c'est un bon combattant qui a fait ses grandes heures quand il était au Cage Warrior. Mais c'est pas un combattant qui aujourd'hui a le niveau pour être champion UFC. On le voit, il commence à montrer ses limites. Et il l'aura jamais. Malheureusement, en fait, il y a des combattants où tu sens une marge de progression, et il y en a d'autres où tu sens que non. Et il l'aura pas, je pense pas, j'en suis quasi sûr. Et on voit de toute façon, même au-delà de ça, dans son attitude, dans son hygiène de vie, s'il est trop je m'en foutiste, il n'a pas la rigueur. Enfin, il finira par se blesser déjà du fait de ses montées de poids. Le mec monte à 100 kilos, quoi. Ouais, quand tu fais des cuttings, quand tu montes autant, que tu fais des yo-yo de poids aussi importants, au bout d'un moment, ton corps, il prend cher. Donc il va finir par se blesser, il va créer des inflammations, il va créer des blessures, il va fragiliser son corps et son organisme, qui fait que au bout d'un moment, ça craquera. En plus, là, je viens d'y penser seulement là, mais en fait, ça veut dire que ce mec-là, parce qu'il y a deux types de combattants. Il y a les mecs qui s'entraînent toute l'année. Oui. Et il y a les mecs qui s'entraînent uniquement quand ils ont un combat de prévu. Il y en avait plein qui faisaient ça. Il y avait des mecs comme Tyron Woodley, comme Johnny Hendricks, etc. Ouais. Mais ça veut dire que ce mec-là, quand il est hors combat et qu'il a rien de prévu, il tourne aux alentours. Enfin, il est obèse. C'est même pas il prend du poids, il est obèse. On voit clairement qu'il est hors de forme. Ça fait faux. On dirait les obèses, quand on rend un acteur obèse, comme dans le film Le Pari, par exemple, tu sais, on dirait qu'il est obèse en plastique, tu sais. C'est vraiment, on dirait du maquillage. Mais grave. Ça veut dire que, en fait, il peut même pas s'entraîner dans cette condition-là. C'est pas juste il prend du poids et il s'entraîne. Si, je crois qu'il s'entraîne quand même. Je crois qu'il s'entraîne. Ouais, je crois qu'il s'entraîne quand même, mais par contre, tu peux pas être au top de ta forme. Je sais pas, ça fausse les choses quand même. Ça fausse tes aptitudes à l'entraînement. C'est-à-dire que quand tu fais 100 kg, ou enfin 90 kg, et qu'après tu descends en moins de 71. Non. 77. Attends, je sais plus. Moins. J'ai un trou. 66. Attends, il descend à quoi? 66? Putain. J'ai un trou de mémoire. Désolé les amis, j'ai un trou de mémoire. Pimblet. Paddy the Body. Paddy the Body Pimblet. Tac tac tac. Il est où lui? Paddy the Body Pimblet. Alors, moins de 71, poids 70 kg. C'est un poids léger? Ouais. J'avais raison. J'avais raison. Je le voyais encore plus léger. Attends, parce que ça fait... d'autant plus qu'il n'aura jamais la ceinture dans cette catégorie. Bah oui. Là, la question, elle se pose même pas. Donc c'est pour ça. Et quand tu vois des écarts de poids comme ça, on le sait. Moi qui ai fait des yo-yo de poids, en moins de temps, en plus de temps que lui, je le vois. Quand tu prends 10 kilos, tu combats plus de la même manière. Tu vois, tout est faussé. Toi, t'as fait des yo-yo de poids involontairement, en fait. Tu t'es pas gavé pour les faire, tu vois. Oui. Lui, c'est de la malbouffe. C'est une très mauvaise hygiène de vie. Et pour un athlète, c'est dévastateur. Oui. Bah moi je vois de toute façon depuis des années, je côtoie notamment les judokas, tu vois les mecs qui font des descentes de poids et des grosses sèches très régulièrement, tu vois. Et je vois les blessures que ça entraîne et en fait le côté le facteur favorisant à la blessure des yo-yo, tu vois. Et lui, je me demande comment il a fait pour pas se blesser encore, parce que ça fait quand même longtemps qu'il combat. Moi, ça fait longtemps que je le suis. Pour l'anecdote, j'ai commencé à le suivre véritablement quand il avait affronté Johnny Frachet au Cage Warrior il y a des années de ça. Ça m'a marqué parce que Johnny Frachet avait fait sa préparation et dans les derniers jours de sa prépa, je rentrais de vacances du Portugal, je raconte ma life. J'arrive à 4h du matin, 18h, je suis chez Mathieu Husson et chez Mathieu Husson pour un open mat, il y avait donc Johnny qui faisait sa prépa et qui s'entraînait donc au sol. Et j'ai combattu avec lui pour cette prépa là. J'ai eu l'occasion et la chance de combattre avec lui. C'est la première fois qu'on se rencontrait, donc ça remonte à il y a quelques petites années maintenant. Et je savais que c'était pour ce combat là. Donc vu que j'avais combattu avec lui pour sa prépa ce jour là, t'as suivi particulièrement le combat. Voilà, je me suis dit qu'est-ce que ça donne. Et j'avais vu Paddy Pimblet battre donc Johnny.
Et donc, par la suite, j'ai dit, putain, ce mec-là est chaud, parce que Johnny, voilà, c'est pas non plus le plus mauvais des combattants, hein, loin de là. Donc j'avais continué à le suivre au Cage Warrior. Et quand j'ai vu, alors le suivre en dilettante, hein, je suis pas un fan hardcore de Paddy Pimblett, hein, mais quand j'ai vu qu'il est arrivé à l'UFC... Pourquoi t'as fait la même coupe alors? Quand ça? Je te vois là. Les auditeurs ne te voient pas, mais moi je te vois. Oh non, mais ça marche plus, ça maintenant, tout le monde connaît ma tête. Tout le monde sait que j'ai une coupe militaire. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est dit le chauve là. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? D'ailleurs, vous allez revoir ma coupe bientôt, hein, parce qu'on fait le MMA quiz. On en fait l'enregistrement mercredi là, donc vous allez revoir nos têtes bientôt. La reconquête du titre. Inch'Allah, hein, comme on dit dans le Vercors. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Tu m'as coupé. Quand il est arrivé à l'UFC, je l'ai suivi parce que je me suis dit, voilà, qu'est-ce que ça va donner, ce multiple champion détenteur de la ceinture du Cage Warrior, patati patala, qui a un bon niveau au sol en plus, parce que voilà, il fait des trucs il faisait des trucs un peu sympas au sol et qui sortaient justement de l'ordinaire. Qu'est-ce que ça va donner? Bon, il mérite sa place à l'UFC, mais de là à aller jusqu'à la ceinture, c'est compliqué. Mais de là à prendre un top 10, mais il passe aucun top 10 poids léger. Ouais. Mais bon, on fait des digressions de ouf. Mais grave. On était pas grave. Comeback de l'année. Non. Si. Là, on est sur le prospect. Ah, on est sur le prospect, oui, pardon. C'est la dernière catégorie. Oui, c'est la dernière catégorie. Ouais, voilà. Non, il nous reste encore les combats qu'on veut voir en 2023. Et les combats qu'on veut voir, exactement. Ouais, mais bon, vous nous connaissez, on est des vrais pipelettes. Et puis ça fait un peu d'anecdotes, ça fait un peu de trucs sympas, tu vois. On met un peu de chocolat, tu vois. On parsème d'un peu de chocolat et de chantilly ce petit podcast. On vit pas grand chose, donc quand on vit des trucs, on essaie de les raconter. On essaie de les raconter. Donc les awards là, c'est clôturé. C'est pas clôturé, mon ami, puisque moi j'ai pas donné le mien encore. Et t'as pas donné le tien? On s'en fout, c'est pour ça. Le mec ne pense qu'à lui. Donc, toi, tu as dit Topuria qui est à tout sauf un prospect parce que ça fait longtemps qu'il est à l'UFC. Bon, c'est ton choix. Il y a des catégories qu'il fait pas, il y en a où il respecte pas les règles. Bon, ça, c'est du rolly dans le texte. Moi. Écoute, chacun pense ce qu'il veut, d'accord? Moi, j'ai mis Jack Della Maddalena, qui a été aussi sélectionné aux Awards, aux Reals Awards, mais parce que c'est justifié. Le mec, 3 victoires par TKO au premier round. Tout ça sur l'année donc 2022. Pour le coup, voilà, déjà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Super boxeur, on voit. Il vient du kickboxing, si je ne me trompe pas. Son nez vient du kickboxing aussi, parce qu'on voit que c'est un nez de boxeur. Il y a des signes comme ça qui ne trompent pas. Donc voilà, mais c'est surtout un boxeur complet qui fait ce qu'on demande depuis très longtemps dans le MMA, c'est-à-dire qu'il n'a pas peur d'aller chercher les coups au corps. Il frappe beaucoup au corps. Et ça, c'est très significatif parce que son dernier TKO qu'il met d'ailleurs, c'est suite à un coup au corps, donc du gauche, donc il va chercher. Alors, on pourrait croire le foie, mais je le trouve un peu derrière, quoi. Enfin, un peu loin pour le foie. Bon, bref, je sais pas après ce qui coupe. Est-ce que c'est coupe la respiration au niveau des côtes flottantes ou est-ce que c'est le foie? Je ne sais pas. Mais seul, de toute façon, celui qui l'a subi le sait. Dans tous les cas, il a eu mal. Mais dans tous les cas, ça l'a fait plier et ça a permis de finaliser le combat. Donc le mec est pas mal, bonne défense en lutte, au sol il arrive à se relever, enfin il est assez complet et surtout il a une boxe merveilleuse. Donc qu'est-ce que ça va donner par la suite? Je ne sais pas, parce que des gens comme ça qui ont un style signature, tu sais, en boxe, ça peut, quand tu tombes sur quelqu'un qui vraiment a le style signature opposé ou a une très bonne lutte, ça peut peut-être l'annihiler, ça peut peut-être stopper cette progression. Mais on voit que c'est un combattant qui, d'une part, cherche à combattre beaucoup, puisque 3 combats dans une année, c'est une grosse année, et en plus qu'il le fait avec la manière, quoi. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi. J'aurais pu aussi choisir comment il s'appelle ce jeune homme là, ce qui a été à 17 ans, qui a été signé Raúl Rosas Jr. Donc j'aurais pu le sélectionner, mais ce qui m'a bloqué, ce n'est pas son âge, je reviendrai là-dessus après, mais plus le fait qu'il ait combattu qu'une seule fois. Ouais, non, honnêtement, là, ça aurait été une sélection juste, on aurait sélectionné juste la hype du fait qu'il soit jeune. Mais voilà. Il a rien, enfin si, il a fait un combat. Le combat qu'il a fait, il est extraordinaire.
Magnifique, il vient, rien à dire. ouais, la prise de dos, tout ça, l'étranglement, enfin, c'est magnifique. Et puis le mec gagne les Contender Series, Non, les non, clairement, Dana White Contender magnifique. Series. D'ailleurs, les deux viennent que ce soit Madalena ou lui, viennent des Dana White Contender Series. C'est un bon petit vivier, les Contender Series, hein. Ouais, Parce ouais, qu'il ouais, y a ouais. aussi Bonical, Ouais, qui est vendu comme le comme la, prochain tueur à gage de la KT. ouais, grâce à Donc sa à lutte et voir. à son pouvoir de chaos. Ouais. Mais oui, oui, oui. Mais après, c'est sur le fait que, justement, enfin, effectivement, ça aurait pu être le prospect de l'année dans le sens où c'est le combattant le plus jeune jamais signé à l'UFC, 17 ans. Qu'à 18 ans, il remporte sa première victoire et avec la manière, donc il confirme. Alors, oui, il y a peut-être un côté un peu choquant de l'avoir signé aussitôt. Alors, je reprends, en fait, je fais suite à ce qui s'est dit dans RMC Fighter Club avec Jonathan Mhm. McCarty qui l'a dit à juste titre, hein, qui mettait en lumière en fait le fait que peut-être son âge allait faire qu'il allait prendre beaucoup de dégâts jeunes et que sa carrière elle risquait de s'arrêter peut-être prématurément du fait de lésions trop importantes. Ouais. Alors, je suis d'accord, comme je peux nuancer aussi la chose, c'est-à-dire que même s'il n'est pas à l'UFC, et il y en a d'autres qui Il commencent sera très tôt, ailleurs. et il serait ailleurs, et ça serait pas forcément avec des combats moins traumatisants. Après, s'il mérite, il n'y a pas de raison de le stopper dans sa progression. Maintenant, là où moi, par contre, je mets une certaine réserve, c'est attention, si l'UFC profite de cette hype du fait de l'avoir signé tôt pour justement griller les étapes et griller le combattant. C'est Dans ça. le sens où ils vont lui donner peut-être des combattants trop forts trop tôt et vont pas le laisser prendre assez d'expérience en sachant qu'il a le temps, il a le temps de prendre de l'expérience et le font monter beaucoup trop tôt. Parce que quand tu as 18 ans, toi, Là, rien ne tu dis t'arrête. oui à tout. Mais oui, rien ne t'arrête. T'as envie, t'as la jeunesse, t'as pas vécu, t'as pas de vécu assez de soucis dans ta vie pour que quelque chose t'arrête. Tu vois, on en parlait quand on a enregistré la première fois. On voit les petits jeunes de 15 ans quand ils débarquent au club. Premier combat sans échauffement. Les mecs, ils vont arriver, ils vont se jeter en l'air sans peur de blessure. Nous, Ouais. Tranquille. on va Viens, sélectionner un petit drill. viens, on tourne tranquille celui-là, non? Voilà, c'est Et ça. On après, va en on faire monte un ou deux progressivement. tranquilles. On va tirer la garde plutôt que de lutter parce qu'on sait que c'est moins traumatisant. On va se préserver pendant un ou deux combats. Donc eux, rien ne les arrête. Donc quand t'as 18 ans, rien ne t'arrête. Et donc voilà. Donc après, c'est à l'UFC de jouer les garde-fous et d'essayer de le faire monter progressivement dans le matchmaking, quoi. Moi, c'est la seule chose qui me fait peur. C'est que là, oui, ça serait dangereux pour sa santé, ça serait dangereux ça serait dangereux pour sa carrière. Donc c'est Maintenant, plutôt ça qui le m'inquiète. truc qui sera déterminant, qui sera gage de sécurité ou non pour lui, ça va être son entourage. Et Aussi. ça, on peut pas savoir. Tant qu'on ne le voit Aussi. pas, on peut pas savoir. Ça va juste être ça. Ça va être, est-ce que son manager est droit avec lui? Je sais pas c'est qui. Est-ce que sa famille, enfin, est-ce qu'il est bien entouré? Et ça va être déterminant. Mais en tout cas, en termes de niveau, il nous a montré un super combat. Il est au niveau de l'UFC. Maintenant, il n'est pas au niveau du top de la KT. Faut le laisser progresser, faut le laisser monter tranquillement. Mais en tout cas, il a sa place et moi, ça me choque pas qu'il soit à l'UFC. Ouais, je suis d'accord. Alors, passons à nos combats qu'on aimerait voir en 2023. Donc, moi, à la base, c'est vrai que je voulais faire que les combats que je voulais voir. Toi, tu as voulu les faire catégorie par catégorie. Pourquoi pas? On peut recommencer. En commençant donc par les masculins, on va En partir des lourds sachant, les jusqu'au gars, que léger. il y a des KT où il n'y a pas forcément de combat qu'on veut voir. Oui, 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 on va descendre. De toute façon, on va en parler parce que c'est intéressant aussi de voir aussi la santé des catégories Ouais, en ce début d'année. clairement. Donc On commence par les lourds c'est pour ça que et c'est on descend. intéressant. On commence par les lourds et on descend, effectivement. Donc Ouais. moi, chez les lourds, le combat que j'aimerais voir le plus, mais vraiment le plus de chez plus, c'est Ngannou contre John Bone Jones. C'est vraiment, là, c'est Ouais. le retour des deux. J'adorerais que ça se fasse. Pour le coup, ça répondra à beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions. Et puis surtout, ça serait les deux superstars, quoi, entre Ngannou, qui est le faiseur de KO, qui a prouvé qu'il avait aussi du Fight IQ, qu'il avait progressé sur différents domaines face à Cyril Gane en mettant de la lutte en place, en mettant un peu de sol en place, même si c'est encore jeune dans sa pratique. On voit qu'il y a encore des erreurs, mais qu'il y a une logique. En tout cas, que ce qu'il fait est simple et efficace, pour le coup, qui fait parler sa Mais de toute puissance. façon, il n'a pas besoin de beaucoup plus. Non, Quand non, tu as non. une telle puissance, le fait d'avoir des bonnes bases, ça lui suffit largement. Exactement.
Donc voilà, et qui peut mettre KO, comme il l'a fait, hein, n'importe qui, pour le coup, à part le premier combat contre Miocic, sinon il a éteint tout le monde. Hein. Donc, sauf Cyril Gane. Sauf Cyril Gane, c'est vrai. Sauf Cyril Gane. C'est vrai, tu fais bien de le dire. Sauf Cyril Gane, où il gagne à la décision, effectivement. Là, le voir revenir de sa blessure, alors tout le monde a l'air de dire qu'il revient très très fort et qu'il est monstrueux, aussi bien physiquement que techniquement. On le voit envoyer des kicks au PAO et tout ça, donc il est là, il revient correctement. Donc il sera au top de sa forme, je pense. J'ai aucun doute sur sa capacité de récupération. Quand on voit le monstre... Je te jure. Quand on voit qu'il a fait avec les ligaments, qu'il a quand même fait un combat pour le titre contre Gane, qui n'est pas le peintre du coin. Donc oui, effectivement. Et John Jones, qui a fait une longue montée, qui a pris le temps, qui l'a fait sérieusement, qui est un génie du MMA, hein, qui peut être considéré comme le GOAT, et qui sera le GOAT incontestable et incontesté, à mon sens, même s'il a eu des problèmes de dopage, de drogue, de ceci, de j'ai battu ma femme, de ceci, de cela. Si on met à part ces choses-là, s'il bat Ngannou, je crois qu'il n'y a plus trop de débat. Hein. De toute façon, on a déjà traité ce sujet. Hein. Pour moi, c'est déjà le GOAT. Mais de toute façon, moi, le combat que je veux voir, c'est aussi celui-là. Et au-delà d'un combat, c'est juste le retour de John Jones, justement, que je veux voir. Que ce soit contre Ngannou ou contre Cyril Gane. Contre Cyril Gane, je pense que ça serait intéressant. Ça, aussi, oui. Ouais. Ça attise ma curiosité. Mais si je devais choisir un combat à voir, ça serait vraiment contre Francis Ngannou, parce que ça répondrait à une question que je me pose depuis longtemps, où je voulais déjà le voir contre Rumble, dans la KT du dessous. Alors, c'est pas les mêmes combattants, mais ils ont ce pouvoir de KO tous les deux, Ngannou et Rumble. Et je voyais John Jones un peu lent, tu sais, au niveau de la boxe anglaise, etc. Et j'ai toujours eu l'image de Jones se faisant toucher debout par un mec explosif et puissant. Et là, c'est les qualités qu'a Ngannou. Donc j'aimerais avoir cette réponse. Est-ce que John Jones peut, malgré ça, dominer? Ouais. Non, Cyril Gane, après je sais pas où en est sa blessure, leur blessure, parce que Cyril Gane, je pense qu'il a récupéré, mais Tom Aspinall, j'aimerais bien le voir contre Aspinall. Jones? Non, Gane. Ouais. En fait, moi, ce serait ça ma grosse réponse dans les prospects, parce que, alors c'est plus un des prospects, hein, mais la nouvelle génération, tu vois, qui arrive dans cette catégorie-là, ça serait Aspinall contre Cyril Gane. Vraiment, pour le coup, c'est le combat que je voudrais voir. Mais en fait, il y a énormément de combats de Gane que j'aimerais bien voir. J'aimerais bien le voir contre... Curtis Blade. Ouais, pour voir pour la lutte. Ouais. Effectivement, j'aimerais bien le voir aussi contre lui. Gane, en fait, finalement, il est encore frais dans cette catégorie, et c'est vrai qu'il y a encore des réponses auxquelles on a envie d'avoir des questions auxquelles on a envie d'avoir des réponses. Gane, il est encore frais, et en plus, sa montée, elle a été faite... uniquement contre des strikers. Il n'a pas eu encore de... En fait, on n'a pas de réponse sur sa lutte, Cyril Gane. Mis à part ses tout premiers combats où il affrontait des mecs qui... Et encore, c'était un Jujitsuka. Et c'était pas un mec du top, tu vois. Mais mis à part ça, sa montée, c'était Dos Santos, c'était Lewis, c'était que des strikers. Ouais. Et quand Ngannou a mis de la lutte, alors qu'Ngannou, on le sait, ultra puissant, mais c'est loin d'être le meilleur lutteur de la KT. On a vu Ngannou le dominer en lutte. Là, on est en droit de se poser la question, est-ce que contre un vrai lutteur, il pourrait s'en sortir? Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, j'aimerais bien répondre à cette question. Et là, de toute façon, on aura la réponse. Hein. Mais c'est pour ça qu'aussi, face à un Spinal qui est complet, tu vois, c'est plutôt intéressant. Tu vois. Ouais, non, c'est clair. C'est vrai qu'un Spinal, c'est un monstre. Même au sol. Hein. Au sol, c'est un monstre, un Spinal. Bah oui, c'est pour ça. Moi, j'aimerais bien voir ce combat-là. En plus, combat qui pourrait se faire sur le sol européen, puisque Aspinall, il est anglais. Donc ça pourrait se faire soit sur un UFC Paris ou sur un UFC Londres. Enfin, tu vois, ça pourrait être sympa. Donc, à voir. Light heavyweight. Donc, les combats qu'on aimerait voir, c'est un peu plus complexe. Hein. C'est un peu plus laborieux. Moi, clairement, il n'y en a aucun. Alors, il y a des combats, oui, la KT elle va évoluer, il y a des combattants qui sont sympas, mais si je dois choisir un combat que je veux voir, non, il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. À part ce qu'on avait dit des montées, que ça soit Pereira. Pereira, ouais, voir Pereira monter, ça pourrait être intéressant. Ouais. Et encore. Mais bon, il a encore des choses à prouver dans sa catégorie. Je préfère voir Pereira dans sa KT contre certains adversaires qu'on va citer après,
Mais en light heavyweight, pour moi, la KT, là, elle est... Là, il y a un tournant, en fait. Il y a quelques années, c'était la meilleure. C'était la meilleure KT. À l'époque de John Jones. À l'époque de John Jones, de Cormier, de Rashad Evans, de Rampage. Il y avait tous les monstres, quoi. C'est ça. Si, j'aimerais bien revoir Rakic. Après, lui aussi, c'est pareil, c'est sa blessure. Hein. Mais Rakic, contre Ankalaev, par exemple, voir un petit peu lequel des deux est l'avenir de la catégorie. Donc, pareil, toujours sur le même délire que Aspinall contre Gane, tu vois. Voir qui potentiellement peut régner, parce que Rakic, il est très, 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 très chaud. Donc j'aimerais bien le revoir. Parce que contre Blachowicz, il a dominé Blachowicz. Hein. Rakic, c'est un monstre. Donc c'est pour ça. Kickboxing. En tout cas, il cogne, Rakic. Mais il n'y a pas de hype en fait. Non, c'est pas la KT la plus suivie. Si, après, si on veut revoir, c'est cette revanche effectivement de Teixeira contre Prochaska. Au vu du premier combat, tu vois, avoir la revanche, ça c'est un peu plus hypant. C'est vrai. Mais je l'attends pas particulièrement, dans le sens où ça m'étonnerait énormément qu'on revive un deuxième combat de folie comme il y a eu au premier. Ouais. Mais c'est vrai que quand on voit des combats main event dans cette catégorie-là, c'est laborieux. Ouais. Ensuite, middleweight. Middleweight, le combat que je veux voir, moi, qui me hype le plus, c'est une montée de Khamzat. Ouais. Contre Adesanya. Pas contre Pereira. Je veux voir Adesanya contre Khamzat. Parce que je pense qu'Adesanya a plus d'armes en termes de lutte défensive que Pereira. Ouais. Mais Pereira a une puissance de fou. A une puissance de dingue, ouais. Mais en plus, ils se sont cherchés plusieurs fois. Enfin, vraiment, je veux voir ce combat. Et Pereira, moi, je veux le voir contre Whittaker. Ouais, je suis d'accord. Pereira contre Whittaker. Voir si Whittaker a la technique pour pouvoir désarçonner un Pereira qui sera ultra puissant. Parce qu'on a vu que le gap entre lui et Adesanya, il y a un gap, puisque forcément Adesanya gagne à chaque fois, mais c'est quand même assez proche. Et après derrière dans la catégorie, il y avait Adesanya et Whittaker et puis le reste du monde, quoi. Là, t'as Pereira qui vient s'ajouter. Effectivement. Mais il y a d'autres combattants qui sont intéressants. Un Vettori. Ah, Vettori, ouais. Avec Vettori dur au mal, bon lutteur. Après la raclée qu'il a pris contre Whittaker, Vettori. Parce que là, il y avait clairement un autre niveau, tu vois. Oui. Ce qu'il lui a fait, c'était monstrueux. Donc, et je vais te donner un petit combat chocolat que je veux voir dans cette KT. C'est Borachinia, Paulo Costa contre Shimaev. Pour qu'ils règlent leur compte une bonne fois pour toutes. Ah oui, ouais. En vrai, Shimaev, on veut le voir dans cette catégorie. On veut voir Shimaev dans cette catégorie. On veut le voir dans les deux catégories. C'est vrai qu'on veut le voir dans les deux catégories parce qu'il a le physique pour. Lui, pour le coup, c'est pas déconnant parce qu'il est monstrueux pour sa catégorie. Donc, et puis il a pas fait le poids sur son dernier combat. Donc, s'il monte, ouais. Mais c'est vrai que Borachinia, en fait, ne serait-ce que pour l'avant-combat. Grave. Paulo Costa contre Shimaev. Ce qui est complexe avec Shimaev, c'est que il est bloqué un peu des deux côtés. Ça veut dire qu'en welter, il a son avantage de gabarit. C'est sur le gabarit qu'il est le meilleur. Par contre, en termes de style, il y a énormément de lutteurs en welter. Les Belal, les Covington, les Kamaru, etc. La KT du dessus, c'est une KT plus de striker, mais là, il aurait plus son avantage physique. Ouais. Donc, il aurait l'avantage du style, mais il perd son avantage physique. Donc, c'est compliqué. Ah, parce que contre Paulo Costa, faut déjà passer le Paulo Costa. Hein. Un Paulo Costa, c'est un monstre. Qui est bien dans sa tête, hein. Tu vois, qui fait un vrai combat. Pas qui boit une bouteille de vin juste avant le combat. Voilà, c'est ça. Que l'histoire ne se répète pas. Mais oui. Mais malgré ça, même si... On a vu Romero qui n'arrivait pas à gérer Costa en lutte. Oui. On sait que Romero, c'est un monstre physique. J'ai pas besoin de vous le dire, vous le voyez. Donc ça serait intéressant à voir. C'est vrai qu'il y a ça apporterait beaucoup de réponses en fait sur le vrai niveau de Khamzat. De lutte, ouais. Parce que bon, on l'écoute, il est capable de prendre les ceintures dans les deux avec une facilité déconcertante. On a vu que face à Burns, c'était compliqué. C'était compliqué. Ouais. Et que de toute façon, moi je suis persuadé que c'est la deuxième fois que ça arrive, que quand quelqu'un arrive à annihiler sa lutte, et c'est faisable puisque ça s'est fait une fois au Brave,
et ça s'est fait là face à Burns. Je suis persuadé que derrière, après, son côté boxe, il est limité. Alors, il a beaucoup de puissance, effectivement. Il est capable de mettre KO sur un jab. Il n'y a pas de problème. Il a l'envie, il est dur au mal. Il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, il n'a pas affronté encore quelqu'un qui avait les armes pour le désarçonner. Alors, c'était pas loin avec Burns, pour le coup. J'aurais aimé voir ce combat en 5 rounds pour voir jusqu'où ça aurait été. Ouais. Maintenant, c'est vrai que si on parle de cette catégorie-là face à d'autres strikers, effectivement, mais même face à n'importe qui, même face à Vettori, même face à Whittaker, en fait, même face à Cannonier, enfin, tu vois ce que je veux dire, même face à Brunson, tu vois, ouais. Mais oui, cette catégorie-là, c'est un panier de crabe pour lui. Hein. Ça, je suis pas sûr. C'est pour ça que je te dis, déjà en termes de gabarit. Ouais, il aurait pu cette force pour. Et il y a des lutteurs. Enfin, il y a des. C'est vrai qu'il y a quelques luttes. Alors, il n'a pas non plus 10 000. Hein. Non, mais ceux qui sont là, ils sont là. Mais ceux qui sont là, ils sont là. Et même les mecs qui ne luttent pas, c'est pour ça que je te dis, je veux le voir contre Adesanya. J'ai du mal à le voir arracher Adesanya comme il soulève les mecs, comme il a soulevé Li Jingliang, tu vois. Je suis d'accord. Ne serait-ce qu'en termes de gabarit, en termes de défense. Il a une excellente défense contre les amener au sol, Adesanya. Il a des super déplacements, il est chirurgical sur sa boxe. Déjà, en termes de boxe, c'est pas lui qui va le mettre KO. Donc ouais, non, je sais, j'aimerais bien voir ça aussi, effectivement. Mais sa montée, elle est loin d'être facile et j'ai l'impression qu'il en prend le chemin, par contre. Parce que là, les dernières photos que j'ai vues de lui, il prenait un volume mais phénoménal. Donc, ouais, bon, après, je me fie plus aux photos. Oui, mais en tout cas, il a l'air quand même beaucoup plus balèze que d'habitude. Ouais. Tu vois, donc c'est déjà qu'il a du mal à faire le poids. Si en plus il est balèze comme ça, ouais, s'il prend de la masse en plus, c'est compliqué. Ah, ça devient plus que compliqué, quoi. Donc effectivement, ouais, c'est, je sais pas, à voir. Ensuite, chez les Walter. Donc chez les Walter, moi le combat que je veux plus voir, c'est Covington contre Ramzat toujours. Moi aussi. Je veux une réponse en fait sur un mec qui a une lutte qui peut faire chier Ramzat et qui en boxe est aussi là, est présent et qui... Ouais, je veux le voir face à... En fait, on n'arrête pas de nous le teaser. Tu sais, prospect de l'année, il va avoir la ceinture en 2 secondes, regardez-moi ça, il annihile tout le monde, il a pris que 3 frappes, jusqu'à ce qu'il affronte quelqu'un qui était vraiment plus haut dans la catégorie. Et donc maintenant, moi, je veux le voir vraiment contre le top de la catégorie. En fait, ça fait trop longtemps qu'on entend parler blablabla, Ramzat. Moi, ça commence à m'agacer. Moi, j'en ai marre, je suis en train de pousser un coup de gueule, là, les amis. C'est bien beau de construire une hype, mais derrière, il faut y aller. Il faut y aller. Tu vois, faut monter. Et puis, pas d'Ipimblett, il faut monter. Enfin, faut monter. Quand je dis faut monter, c'est pas de catégorie, mais monter dans le classement. Comme Sean O'Malley, il y a un moment, voilà, il n'y avait plus le choix, il fallait que ça monte. Donc, il l'a fait, il a prouvé. Très bien. Allons-y, faisons la même avec notre cher ami Ramzat Chimaev. C'est ça, on va le monter. Que tu peux pas... Alors ok, c'est sur 2 catés différentes, mais tu peux pas passer d'un combat où tu affrontes le numéro 2, Gilbert Burns, tu fais une guerre... Ok, il était super le combat. Et le combat d'après, on te met Kevin Holland. Où Diaz, pertinemment... Diaz à la base. Et ouais, à la base c'était prévu Diaz, mais c'était encore pire. Mais oui. Vois, c'est du n'importe quoi, tu peux pas passer de Burns à Diaz, c'est pas possible. Ça se peut pas. Là, normalement, pour moi, la suite, elle était toute tracée. Après le combat contre Burns, c'était title shot et c'est parti. Oui. Ou clairement. Ou alors Covington. Parce que en termes de classement, c'est... Parce que voilà, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de le voir. En plus, ils se sont cherchés. Après, Covington, là, depuis qu'il y a eu l'altercation dans la rue avec Masvidal, où il se fait péter la dent, on l'entend plus du tout. Enfin, beaucoup moins. Mais donc, je sais pas psychologiquement comment il est suite à ça. Mais par contre, ouais, non, j'aimerais bien voir ce combat-là. Ils se sont cherchés. En fait, ils cherchent tout le monde, mais ils trouvent personne, tu vois. Il arrête pas de dire que les gens veulent pas l'affronter, mais il y en a qui le provoquent et finalement, ils refusent. En tout cas, Paulo Costa, ça fait un moment qu'il le demande. Paulo Costa, ça fait un moment qu'il le demande, mais c'est pas le seul. Il y en a d'autres. Qui d'autre avait voulu l'affronter comment il s'appelle ? Celui qui a pris sa retraite là, il y a pas longtemps, qui a fait justement contre Costa, qui avait fait le combat. Son combat pour la retraite, qui avait fait une grosse guerre là contre Costa. Ah, Rockhold. Rockhold, il l'a demandé aussi, je crois.
C'est pareil, il l'a refusé. Enfin, tu vois, il y a plein de gens comme ça qui l'invitent à combattre et finalement il le fait pas. Moi, je pense que ça va faire pchit. Il y a même ça que je veux le voir. Belal qui lui a demandé plusieurs fois. Hein. Belal Mohamed l'a demandé plusieurs fois. Et en termes de style, ça serait un. Alors, Belal, c'est le mec, honnêtement, son style de combat, il est pas passionnant. C'est pas pour ça que je veux le voir combattre, mais je veux le voir combattre justement pour. Est-ce que les autres vont trouver une solution? Oui. C'est ça qui m'intéresse avec lui. Et justement, j'aimerais bien le voir combattre contre des top combattants là, cette année. Et encore, hein, contre Sean Brady, enfin, tu vois, le mec a fait un super combat. Ouais, c'est vrai. Donc ouais, c'est à voir, mais en tout cas, moi, je veux le voir. En fait, plus que de voir des oppositions, je veux voir Chimaev face à quelqu'un qui visiblement aurait son niveau, puisque visiblement, il est meilleur que tout le monde. Ok, je l'entends, il n'y a pas de problème, je demande qu'à le croire, mais il y a un moment, il faut une preuve. Le Yeti existe peut-être, mais il y a un moment, il me faut une photo. Non mais tu vois, je demande à... Oh putain. Oh, mais heureusement qu'on fait pas des posts. Pour tous ceux qui nous demandent, mais filmez-vous les gars, vous feriez plus de vues. Je suis pas sûr. Je suis honnêtement pas sûr. Il vient de me montrer son torse velu, le gars. Ah, tu veux voir une photo du Yeti? Ah bah putain. Je préfère ne pas avoir de preuves finalement. Bon bah je te laisse Chimaev, vas-y reste à la salle. Tout va bien. Ensuite, lightweight. Lightweight, que dire? Lightweight, on peut pas citer un combat. Lightweight, c'est tout le top 10 qui est en feu, quoi. C'est ça. On le sait, de toute façon, c'est la KT la plus... Moi, je veux voir, je vais te donner un combat qui me ferait plaisir de voir là tout de suite, si je devais en signer un. Voilà, j'ai ce super pouvoir. Je mets Benel Dariush contre Islam Makhachev. Voilà. Ouais. Ça me ferait kiffer. Mais tu me reposes la question dans 10 minutes, je t'en cite un autre, tu vois. Bah, tu Benel Dariush contre Oliveira. Ouais, il a demandé, hein. Là, oui. J'ai vu, il vient de demander soit Oliveira, soit je sais plus qui, mais il a demandé Oliveira. En tout cas, on veut voir Benel Dariush. Ouais, je veux le voir contre ça y est, là. Top. Il y en a marre de le laisser traîner dans un coin, il faut le sortir. Il a demandé Poirier. Ouais, Poirier aussi, ouais, ça pourrait être sympa. Ouais. Poirier contre Benel Dariush, ouais, j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup, vraiment. Pour le coup, c'est vrai que ça serait un combat que j'aimerais beaucoup voir. Donc ouais, effectivement, bon, j'ai envie de voir aussi, bah là, forcément, hein, le combat de Makhachev contre Volkanovski, hein, bah là pour le coup, mais lui il est déjà signé, donc c'est pas quelque chose. Voilà, alors il faudrait qu'on reste dans les combats qu'on a envie de voir, mais qui sont pas encore signés. Quoique je crois que c'est signé pour mars. John Jones contre Ngannou. Hein. Je crois que c'est signé. Hein. Écoute, moi tant que je vois pas John Jones dans la cage. On est d'accord. Et Ngannou aussi, hein, parce qu'avec ses problèmes avec l'UFC, c'est pareil. Hein. Et Ngannou aussi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc effectivement, moi, comme toi, je veux voir Benel Dariush et je veux le voir grimper là. C'est bon là. Donc peut-être faire Oliveira pour confirmer et après prendre Islam s'il est toujours détenteur du titre d'ici là. Ouais. Donc autre combat que j'aimerais voir, mais ça n'a rien à voir avec les rankings et tout ça. Et ça, j'en avais déjà parlé. C'est McGregor contre Chandler. Parce que ça serait dans cette catégorie-là. Et donc j'aimerais bien pour le retour de McGregor le voir contre Chandler, le combat de feu absolu avec un Chandler qui fait que des combats de l'année et McGregor qui lui n'a plus la prétention d'aller chercher un titre directement, même s'il réclame Makhachev, mais bon voilà, je pense que le combat le plus hypant, mais vraiment pour le plaisir des yeux, c'est ce combat là. En plus c'est le combat qui en termes de gabarit et de style est peut-être le plus indiqué pour McGregor. Bon, en termes de style, c'est clairement le retour. Alors, si c'était le prime McGregor, logiquement, il aurait roulé sur Chandler. Logiquement. En sachant que c'est ce qu'on avait dit quand on l'a enregistré la première fois, enfin ce que je te disais, la différence avec d'habitude. Alors oui, il a pris un volume fou, oui, il fait du cinéma, oui, on sait pas, oui, on pourrait ne plus y croire. Moi, je pense que j'y crois plus non plus hein, à son retour. Moi, j'y crois plus. Hein, mais la différence que je note, c'est que jusqu'à maintenant, les retours qu'il a fait, il s'entraînait qu'en anglaise. Et encore en anglais, c'était vraiment avec l'espèce de gros bouclier rond, là, tu sais, où il envoyait ses crochets, tu sais, faire une esquive, un crochet, un machin, un crochet, c'était très lent, très... je sais pas, là, la différence, c'est que le mec, on l'a vu tourner au sol et surtout en lutte, mais avec un excellent niveau. Enfin, vraiment, il s'est remis dedans en termes de cardio. Il a un excellent niveau.
Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, il s'est relancé vraiment dans le jeu, quoi. C'est-à-dire que tu le vois vraiment lutter, il y a des vidéos de lui qui tournent en train de lutter, et puis avec de la propreté technique, quoi. C'est vraiment une lutte propre et belle. Donc j'aimerais bien voir ça, si c'est réel, j'aimerais bien revoir ce McGregor-là dans l'octogone. Ça serait bien. C'est dommage, en fait, on a tellement été fan de lui que ça me fait chier de le quitter là-dessus, quoi. Qui gagne ou qui perde, je veux retrouver un McGregor qui fait du McGregor. Enfin, tu vois, qui fait un vrai combat de MMA, quoi. Mais ça n'arrivera plus. Moi, Bah, toi, t'as fait le deuil. Ouais, j'ai fait le deuil, ça y est. Je sais pas. Après, je regarderai son combat, hein, évidemment. Mais bien sûr qu'on va regarder son combat. Mais tout le monde va regarder. C'est un des rares que je passe une nuit blanche, c'est un des rares qui me fait passer une nuit blanche pour regarder l'UFC, tu vois. Mais ça serait plus regarder le combat pour lui que pour le réel niveau du combat, tu vois. Il y a 10 000 combats beaucoup plus intéressants à faire dans cette KT. Oui. Et voilà. Si je devais en citer qu'un, ça serait pas celui-là. C'est le combat, non mais je l'ai mis entre parenthèses, tu vois, c'est le combat chocolat avec supplément chantilly, tu vois. C'est vraiment le truc, voilà. Tu sens que vous comprenez pourquoi j'ai pris des kilos. Donc, ensuite, Feather. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Feather, la KT elle est foutue. La KT elle a été nettoyée par Volkanovski. Il monte en plus. Donc, non, même. Alors, qui Volkanovski, c'est Rudo. Si jamais ça se fait, ça se ferait dans cette KT. Ouais, ça serait le seul combat hypant. Ouais. Ortega Holloway, j'aimerais bien. Il y a un combattant que j'aime bien dans cette KT, c'est Arnold Allen. J'aimerais bien le voir. Il est très très fort, Arnold Allen. Il a un nom de chanteur. J'aimerais bien le voir contre Max Holloway. Max Holloway, là, on l'a vu que contre Volkanovski. Ouais, il faut qu'on le voit ailleurs. Je veux voir vraiment, est-ce qu'il est en perte de vitesse? Parce qu'il y a ça aussi. On peut se poser cette question. Parce que Volkanovski, ok, il progresse. Mais là, il va clairement rouler dessus. Donc, est-ce que Max Holloway est en perte de vitesse? Ou est-ce que c'est juste Volkanovski qui est trop fort? Bah, c'est pour ça que j'aimerais bien le voir contre Ortega, moi, en fait, pour la même raison. En fait, ouais, Holloway, Ortega, pour voir où ils en sont. On a vu, les deux, quoi. Ce que ça a donné leur premier combat. Oui. Et en plus, Ortega a fait plein de réglages après ce combat. C'est ça. C'est pour ça que j'aimerais bien voir la suite, quoi. Voir si Ortega. Il faut en choisir, hein. Ouais. C'est ça. Pour moi, c'est les deux. Si tu retires Volkanovski, c'est les deux qui sont le plus proches de la ceinture. Mais je te dis attention à Arnold Allen. Parce que je le vois bien. Il est très très fort. Il a mis beaucoup de temps à monter. Mais il est sur une grosse série. Il est super. Tu vois, c'est qui ou pas? Non, pas du tout. C'est pour ça que je rebondis pas. Calvin Qatar, en fait, il y a. Oui, d'accord. Ok. C'est le blond là. Non, c'est bon. En fait, voilà, le nom me parlait plus. Tu sais très bien, vous connaissez hein, ma folie des noms. Mais oui, maintenant que tu me dis ça, oui, ok. Le blond avec la petite moustache. Ouais, je vois. C'est propre, c'est carré, c'est puissant. Et il fait pas de bruit en fait, il monte. Bah écoute, à voir. Et contre qui tu m'as dit? Contre Holloway? J'aimerais bien le voir contre Holloway ou contre Ortega, mais en tout cas contre un. Bah là, il vient de battre Qatar, donc logiquement, il va prendre le niveau dessus. Donc ça va être Holloway ou Ortega. Ou Rodriguez. Il est pas aussi au-dessus? Ou Rodriguez. Ça pourrait Rodriguez qu'on n'a pas vu depuis un moment. Ouais. Donc, à voir. Ensuite, Bantam. Moins de 61. Bantam. Allez, la logique, hein. Sean O'Malley. Non, un petit combat qui me ferait plaisir en termes de striker, ça serait Sean O'Malley contre Corey Sandhagen. Oui. Je pense que ça serait pas mal. Je suis d'accord. Ça me hype plus que O'Malley contre le champion. Contre Sterling? Ouais. C'est Rudo Sterling, il veut aussi. C'est Rudo Sterling. Ouais, c'est Rudo Sterling, ça peut être pas mal. Effectivement, O'Malley la Sandhagen. La lutte contre le sol. Ça serait pas mal. Parce que la facilité qu'il a de prendre le dos Sterling et le niveau de Cerudo en lutte, ça serait. Ouais, ça serait intéressant, ouais. Et effectivement, Sandhagen contre O'Malley, ça peut être vraiment pas mal en termes d'opposition de style aussi. Enfin, en matchmaking. Ça peut être un feu d'artifice debout. Ouais, je suis d'accord.
Je suis d'accord. Ouais, c'est les deux combats effectivement qui peuvent être sympas. Ouais, parce que Peterian, on l'a vu contre tout le monde. Ouais. Donc c'est toujours un plaisir de le voir combattre, hein, mais on a Une déjà revanche. Une revanche parce que léger goût de pas fini Sandhagen contre Sterling. Parce qu'il lui avait pris le dos lors du premier combat dès le début et il l'avait étranglé. Ça peut être pas mal aussi une revanche à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas des combats qui nous vendent du rêve, quoi. Encore une fois, c'est bien. Si on les voit, c'est bien. Honnêtement, je préfère voir ça que de voir des combats en light heavyweight. Mais c'est pas ouf, quoi. Ouais, mais ça reste toujours plus ouf que ce qui se passe après chez les flyweight. Parce que chez les flyweight, Moreno Figueiredo 8, 12-64. Parce qu'il y a que ces deux-là de toute façon. Ils en sont au 4e combat là qu'ils vont faire là. Où est-ce que ça va s'arrêter? Je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai du mal à voir quelqu'un qui va aller derrière et qui va aller chercher, chercher la suite, quoi. J'ai du mal. Le problème, c'est qu'il y en a. En fait, là, plus tu descends de catégorie, plus la différence physique elle se creuse. J'ai l'impression. Donc ils peuvent même pas monter. Ils sont beaucoup trop petits pour monter. Oui, c'est ça. Eux peuvent même pas monter dans la caté du dessus parce que la différence serait trop énorme. Donc ils sont bloqués dans leur caté. Et il y a que deux. Il y a que deux et t'as l'impression que... En plus, t'as vraiment la sensation qu'ils sont au même niveau, quoi. Ouais. C'est-à-dire que limite, ça dépendra de l'état de forme du jour J. C'est ça, de l'un ou de l'autre. De l'un ou de l'autre. Non, je suis d'accord. C'est sans fin. C'est pas du tout intéressant. Pas du tout. Et ça, c'est vraiment le genre de truc qui te tue une KT. Et puis le truc qui tue la KT, c'est que même si Cerudo il voulait revenir dans cette KT, vu que Figueiredo s'entraîne chez lui, déjà ça. Non, on a calé Cerudo dans 3 KT. Mais parce qu'il veut combattre partout, le type aussi. Comme il est triple champ, il veut être quadruple champ, il veut être bouteille de champ. Elle est nulle. Elle est nulle. Ah mais je rigole quand même, mon soutien. Un rire, une validation. Donc c'est pour ça, non mais le mec il pourrait combattre partout parce que là c'est sa catégorie légitime. Donc voilà, mais bon, Figueiredo s'entraîne chez lui. Donc effectivement, c'est à part contre Moreno, je vois pas l'intérêt, quoi. Et c'est Figueiredo qui a la ceinture en plus pour l'instant. Donc ouais, pas d'intérêt. Ouais. Ensuite, catégorie féminine. Alors, poids paille. On commence par les plus lourdes. C'est quoi? En fait, comme j'ai pas les noms des KT féminines et que j'ai pas je vais te dire les combats que je veux voir directement. Bah attends, Plume c'est Nunes dans la KT la plus élevée. Bon, autant te dire que il y a personne. Voilà. Il y a personne. Rien. Donc on passe tout de suite au poids coq. C'est Nunes aussi. J'aimerais la voir contre Shevchenko. Mais ça, voilà. De toute façon, il n'y a pas 10 000 combats à faire chez les féminines. On va voir Nunes contre Shevchenko. Ensuite, dans la catégorie des poids mouches, c'est Shevchenko, la championne. On aimerait la voir contre Manon Fiorot. Il y a pas de toute façon, elle la demande et je pense que c'est très intelligent de la part de Shevchenko parce que elle a compris que Manon Fiorot voulait un combat de plus, donc elle se sentait pas forcément prête à y aller, même si potentiellement elle l'est, hein. Enfin elle peut l'être, il n'y a pas de souci. Hein. Et je pense qu'elle veut la prendre avant qu'elle ait pris encore un peu d'expérience et de confiance, où là elle deviendrait de championne en fait. C'est un peu ce que faisait Mayweather en boxe, où il prenait les mecs soit quand ils étaient trop vieux, soit quand ils étaient trop jeunes. Ouais. Mais elle a raison de la demander maintenant. Parce qu'elle voit qu'elle monte en puissance. Oui. Donc c'est super intelligent à faire. C'est quand même risqué. Parce que Manon Fiorot, on a vu qu'elle était solide, qu'elle était puissante, qu'elle avait de la lutte. Même si elle l'a mis tardivement en place contre Chookagian, mais elle est capable de le faire. Donc pour le coup, elle peut le faire. Elle peut le faire. Et donc c'est vrai que ce combat-là, moi, me hype pas mal. J'ai envie d'avoir aussi la réponse. J'ai envie d'avoir une première championne française. Donc ouais, c'est le combat que je veux voir chez les poids mouches, effectivement. Après le reste, si on avait parlé aussi la dernière fois, tu avais évoqué Andrade contre Fiorot. Ouais, si je devais choisir un combat, Andrade parce qu'elle avance tout le temps. Ouais. Elle avance constamment et que en fait c'est toujours dangereux, cette combattante elle est toujours dangereuse. Donc ça serait intéressant de voir comment elle réagirait Manon sous la pression constante de quelqu'un. Et je pense pas que le fait de mettre... Est-ce que la gestion de la distance avec ses sidekicks suffirait à garder Andrade à distance tout le combat? Je sais pas. Faut voir. Elle est capable, hein. Maintenant, faut voir. Bien sûr qu'elle est capable. Faut voir dans l'octogone.
Donc, mais en tout cas, voilà, quand tu vois ce qu'elle est capable de faire avec un genou en moins, tu te dis qu'en pleine possession de ses moyens, avec le Covid et avec un genou en moins, enfin tu sais, sur ces 2 derniers combats, tu te dis que voilà, elle peut être inarrêtable. Mais il n'y a qu'un combat vraiment à voir, ça serait Fiorot contre Shevchenko. Ouais. Et en dessous, les poids pailles. Donc Weili Zhang, moi j'aimerais bien la revoir une dernière fois contre Rose Namajunas pour vraiment qu'elle confirme, en fait qu'elle efface cette ombre au tableau si elle est capable de le faire. Et donc est-ce que c'est sa bête noire, ça sera toujours sa bête noire, ou est-ce que vraiment elle a passé un cap et là, si elle éteint Rose, honnêtement, elle va durer dans la KT, Weili. Je pense aussi, ouais. Donc voilà, c'est le combat que j'aimerais voir, c'est ça, c'est ce 3e combat, vraiment la revanche contre Rose Namajunas. Donc à voir. Ouais. Bon, bah je crois qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour. Ouais. Je pense qu'on a été plutôt exhaustif. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire votre classement aussi. Je sais que il y en a parmi vous des fans qui sont plus hardcore que nous sur les gens, surtout sur les prospects et tout ça. Ou même sur des soumissions ou des KO qui se seraient passés dans les prélims ou ce genre de choses. Il y en a qui regardent vraiment tout, contrairement à nous. On manque un peu de temps et puis surtout, c'est vraiment ça. C'est le manque de temps qui fait qu'on peut pas tout étudier non plus. Donc n'hésitez pas à nous mettre en lumière peut-être des choses qu'on aurait ratées. J'ai confiance en vous là-dessus. Les commentaires nous découvrir des pépites. C'est ça. Non, et puis vos commentaires sont toujours productifs et constructifs. Donc n'hésitez pas. Encore une fois, n'hésitez pas à partager. Si ça vous plaît, faites-nous découvrir au plus grand nombre. À liker, à mettre la cloche des notifications, à vous abonner. Voilà, un peu plus. On a chaque vidéo, on a un peu plus d'abonnés, mais c'est vrai qu'on aimerait bien pousser encore un petit peu plus là. Je sais pas à combien on est. On peut atteindre bientôt les 500 abonnés. On peut atteindre bientôt les 500 abonnés. On compte sur vous. N'hésitez pas. Tu sais, on va faire comme la sueur. Road to 500 abonnés. Et en cadeau, on vous fera un podcast comme d'habitude. On est des bons commerciaux, les gars. Non, mais pour notre humour, pour notre sourire que vous entendez, parce que vous le voyez pas. Donc voilà. On vous rappelle qu'on va donc défendre notre... non, on va essayer de récupérer notre titre au MMA Quiz là prochainement. Donc on va essayer de faire en sorte de gagner. On va voir. Contre la Team Roper, c'est encore ? Peut-être, je ne sais pas. Peut-être. Mais comme ils sont en train de fumer tout le monde, je crois qu'ils ont appelé les seuls qui sont potentiellement en mesure de les battre. Hein. C'est ça, je pense. Hein. Attention, monsieur Diabaté, monsieur Jonathan Bosuku, attention, on arrive. Hein. Donc, on revient. Donc voilà, je crois que c'est la raison. C'est la raison. En fait, ils ont fumé trop tout le monde, donc là, il faut de la qualité derrière. Donc sur MMA Story France, on vous rappelle, hein, si vous voulez redécouvrir les premiers épisodes. Et puis bientôt aussi, alors je sais pas quand est-ce qu'ils vont le sortir, mais j'ai fait une intervention aussi avec eux sur le jiu-jitsu brésilien, donc JJB spécifique et aussi au travers du MMA. Donc voilà, ça va. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais sûrement bientôt. Donc restez à l'écoute aussi. N'hésitez pas à vous abonner à MMA Story France. Donc voilà. Et quoi. On n'a pas souhaité une bonne année. Parce qu'on s'en fout. Ok. Non, parce qu'en fait, quand on l'avait fait, c'était quasiment dans le bon tempo, le premier enregistrement qu'on avait fait. C'est vrai. Puis là, comme on est quasiment à mi-janvier, ça nous est sorti de la tête. Mais bonne année. Plein de bonnes choses, plein de réussite, plein de santé. Non, mais j'ai pas beaucoup souhaité. Plein de bagarre. C'est ça, surtout de la bagarre. Et peu de blessures. Non, mais c'est vrai que j'ai pas souhaité la bonne année parce que pour moi, c'est quand on est passé de samedi à dimanche, quoi. Ça commence comme ça termine. Donc, c'est vrai que la nouvelle année, c'est peut-être un peu pessimiste, mais c'est vrai que je la souhaite pas. J'ai préféré souhaiter des bons Noël, moi. C'était mieux comme ça. Bon Hanouka, joyeux Aïd, Aïd Mabrouk, tu vois. Voilà, c'est ça, tu vois. C'est mieux. Les jours de fête, des vrais jours de fête, tu vois. Donc, pour les bouddhistes, je sais pas, moi, Santa Bouddha, je ne sais pas, mais j'aime tout le monde et chacun votre fête. Peace. Moi, je crois qu'on peut rester là-dessus. Hein. Bon, il nous souhaite plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Salut.